Hey, salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro, c'est le combien? 89. 89. Et la dernière fois c'était Retour vers le futur. Et ouais, 88. 80 miles à l'heure. Donc là, eh bien voilà, on est dans l'épisode numéro 89. On a pas mal de trucs cette semaine. Et là, c'est l'été, mais quand même, il y a des news, ouais, c'est pas on mal. pourrait se dire, il se passe plus rien. Et en fait, non. Il bouge encore. Le cadavre est encore fumant, mais il bouge encore. Bon, il y a des trucs intéressants. J'espère que vous allez bien. On a pas mal donc, de sujets, comme je disais. Moi, j'ai eu la chance de tester la 5G, enfin de voir la 5G de mes propres yeux. Ouh, t'as vu les petits trucs D'assister à la première démonstration dans des conditions réelles et pas de laboratoire de la 5G en France. C'est ça exactement le truc. La primeur internationale en France. Parce qu'en labo, ça a déjà été fait 1000 fois. Ouais, là c'était à Bordeaux. Mais ça a déjà été fait 1000 fois. Et puis bon, voilà. Et donc du coup, j'ai été invité par Bouygues. Et Nico Popi m'a suivi d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, j'avais plein de photos à mettre. Et j'ai pas pu les uploader avec le logiciel de régie. Ça tournait en boucle sans arrêt. Les photos sont jamais apparues. Donc il y en a quelques-unes, mais vous n'aurez pas toutes les photos. Des os, pas des os. Tu me dis ça maintenant alors qu'on a tout commencé? Ouais, parce que je viens d'y penser maintenant. Il y en a plein quand même là. Ouais, mais il y en avait plus. Et d'ailleurs, je crois qu'il en manque une essentielle. Ah non, elle y est. Ouais. Voilà. Donc c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On en reparle. On a les dossiers, on a tout. Donc du coup, je vais vous parler de la 5G en deuxième partie d'émission. Et d'abord, on va attaquer avec quelques news, puisque tu nous as trouvé un truc pas mal sur les cartes SD. Alors, parce que jusqu'à présent, on avait des micros SD. Et alors, rappelez-vous, les cartes SD, ça date d'un petit moment déjà. Alors, il y a un organisme qui gère ça, qui s'appelle la SD Association. D'ailleurs, ils ont un super utilitaire qui devrait formater les cartes mémoire. Complètement. Ils ont que ça à peu près. Bah oui, il est indispensable si tu veux avoir un minimum un formatage propre de ta carte. Et si tu veux mettre ça sur un Raspberry Pi par exemple, un OS ou un truc comme ça, c'est pas mal. Oui, ça sert pour récupérer, pour t'assurer que le formatage est propre, tout à fait. Alors rappelez-vous, il y avait la carte SD, après il y a eu la carte SD HC, après la carte SD XC, et maintenant vous avez droit à la carte SD UC. UC comme Ultra HD 4K HDR. Ultra Capacity, puisque maintenant c'est un format qui va supporter jusqu'à 128 Tera de stockage. YOLO. T'imagines? Alors dans un... Ah mais l'incruste est même pas passé en fait. Ah tu vois, toi aussi t'as eu des soucis. Voilà, j'ai eu un souci d'incruste, donc je vais vous chercher et moi on me en dit, même temps. Non, ça fonctionne très bien pourtant. Pourquoi t'as un truc qui bouge à côté de ton truc Google, ton Doodle? Je sais pas. Il est comme ça depuis tout à l'heure, j'ai pas cherché à savoir pourquoi il disait ça. Alors la carte SD UC, donc c'est un format qui va jusqu'à 128 Tera, mais pas que. Donc ça définit le format pour la capacité, mais aussi la bande passante, puisqu'on va pouvoir avoir des débits beaucoup plus supérieurs à ceux qu'on a déjà. Voilà. La rétrocompatibilité est assurée avec les formats précédents, c'est-à-dire qu'une carte SD UC va pouvoir être mise dans des lecteurs actuels et fonctionner. Inversement, les lecteurs qui sont capables de lire les SDUC pourront lire les autres cartes mémoire. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui change, donc, c'est un format plus récent au niveau des protocoles de transmission. Donc, on passe sur du SD Express qui va supporter le PCIe 3 et le NVMe 1.3. Donc, ça, ce sont tous les protocoles modernes, on va dire, d'échange, de bus d'échange. NVMe, c'est celui qui est utilisé par les SSD, notamment. NVMe, tout à fait. Complètement. M2. Ouais, le M2 pour les SSD, tout à fait. Donc, c'est au top de ce qui se fait actuellement. Ça, les débits théoriques maximum maintenant vont atteindre les 985 mégaoctets par seconde. C'est assez fulgurant. On est vraiment au-delà de... Ça veut dire quand même que sur les caméras, il faut qu'ils aient du SD Express si tu veux exploiter vraiment la vitesse de ces cartes-là. Complètement. Il va falloir revoir le matos qui va permettre de supporter ça, mais bon. Et pour rappel, on va avoir... pour rappel un petit peu sur l'évolution des débits, puisque j'ai rappelé les formats de capacité. Il y a les débits, en fait, actuellement, vous avez les cartes SD... avec la capacité qui est définie par rapport à la lettre, HD, XC, etc. Et vous avez après la classe, ou pour les classes 10, après ça va au-delà, avec le UHS qui définit la vitesse de la bande passante, et le débit autorisé en fait. Donc les UHS 1, elles font 100 mégas, à peu près, les UHS 2, 300 mégas, les UHS 3, 624 mégas. Donc on est vraiment sur une augmentation à chaque fois de 300 mégaoctets de débit, ce qui est plutôt pas mal. Donc là t'imagines, tu as 1 téraoctet par seconde de débit. C'est pas mal, hein, tu vas rapprocher à des débits de SSD très facilement. Voilà, moi je trouve ça toujours intéressant et je suis toujours impressionné. Toujours aussi peu fiable, hein. C'est une durée de vie, ça s'use, hein, c'est du consommable, donc évidemment quand tu as bouffé... Du consommable 128 Teraoctets, à cette vitesse j'aimerais bien connaître le prix.
Alors évidemment, les prix, etc. sont pas annoncés. Ils ont juste, c'est la norme en fait qui a évolué. Charge après aux constructeurs d'implémenter ça, de le vendre, de définir quand ils le feront et tout. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Ce qu'il faut, oui, 128 Tera, ça va coûter un petit peu cher quand même. Des gens dans mon salon. Moi, moi, je suis toujours impressionné par la capacité qu'on peut rentrer dans une micro SD. Puisque là, la micro SD va monter. T'imagines la taille de la petite puce comme ça où tu vas mettre un stockage comme ça, c'est un truc de malade. Voilà. C'est monstrueux. Donc à venir bientôt, ça ne s'arrête pas. Mais merci Pedrolitos pour le resub. Mais alors par contre, le truc qui est étonnant, c'est de se dire dans une micro SD on va monter jusqu'à 128 Tera. Et dans nos smartphones, on est encore limité. Alors après, c'est pas le même type de mémoire. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. On est quand même encore limité à nos 256 Go ou même 512 Go maximum. Ouais. On va pas plus loin que ça, quoi. Bah, c'est toujours. C'est pas la même mémoire là. Non, tout à fait. C'est de la flash, c'est de la eMMC. 128 Tera euros, non, pour le prix. Non, 128 Tera euros, c'est pas mal. Bonne remarque. Non, on n'a pas encore les tarifs de ces cartes-là. Mais là, en plus, ce sont les capacités maximales. Et je pense que déjà, quand tu auras une carte mémoire de 1 Tera ou de 2 Tera, tu seras pas mal. 128 Tera, c'est ça. J'ai déjà une 128 MO que j'ai dans la MO Switch. ou Giga 128, je dis quoi Giga, MO, 128 Giga, oui, pardon. Parce que MO, c'est pas beaucoup. 128 Giga que j'ai dans la Switch. Et c'est déjà pas mal qu'en fait. Hein, voilà. Voilà, vous avez des formats, c'est magnifique, vous voyez. C'est l'incruste qui sert à pas grand chose. Donc ça va supporter pour les SD et micro SD. Ça ressemble à un truc qu'on a déjà vu. Hein, c'est la même chose, tout à fait. Mais c'est surtout pour illustrer le micro SD en UC qui va être un truc de fou. Voilà. Ah, ok. La news suivante, si vous l'avez pas vu passer. Ah, bah d'ailleurs, ça rejoint un autre truc qui est tombé aujourd'hui. Tombé, c'est le cas de le dire, puisque vous avez devant vous le premier airbag pour smartphone, qui est le résultat d'un projet, alors je vous montre ça de suite, un projet étudiant ou pas. Voilà. Ça y est. Un projet étudiant donc fait par Philippe Frenzel, qui travaille à l'université d'Allen en Allemagne, qui en avait marre en fait de voir autour de lui tous ces smartphones avec les écrans fissurés, avec des coques qui protègent pas vraiment. Du coup, il a décidé de gagner du fric. D'inventer, alors pas forcément, mais au moins d'inventer un prototype, qui est celui-là. Donc vous avez à droite la coque qui est en format normal, et en fait la coque à gauche dépliée quand le smartphone est en train de tomber. Donc il y a un détecteur d'accélération, donc l'accélération à gravité quand ça tombe. Et quand il tombe, vous voyez, hop, vous avez des languettes. Il faut le lâcher à plat, quoi. Il faut le lâcher. Non, en fait, dans la vidéo, il le montre. Hop, voilà, regarde, tu peux le lâcher de travers et ça rebondit en fait. Dans tous les sens, ça amortit la chute, puisqu'en fait, en plus de se déplier et de protéger tous les côtés, elles sont un peu flexibles, ce qui fait que ça fait rebondir un petit peu et c'est pas un choc très violent pour le téléphone. Donc il n'y a pas non plus un on peut dribbler avec. Mais complètement. Parfait. Tu peux même sauter dessus, faire du trampoline et tout nickel. Voilà. Alors le principe, c'est Merci Bamdia pour les 100 bits. Merci. Vous avez des petites lames en fait qui sont insérées dans la coque et qui au moment de la chute vont se déplier. Et chacune va avoir deux parties qui vont faire les deux petites pattes que vous avez vues de chaque côté. Voilà. Le principe est assez intéressant, c'est surtout mécanique en fait derrière. Voilà. Et il a eu en fait les honneurs de la German Society for Mechatronics, qui est un truc dédié autour de tout ce qui est mécatronique, puisqu'il y a une partie électronique, en ingénierie en Allemagne. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. Donc évidemment ça a beaucoup fait parler et je pense qu'il va y avoir une application industrielle bientôt de ce principe-là. En fait on a vu que Oppo aujourd'hui dans ses brevets avait des concepts de téléphone avec airbag. Ouais. Donc voilà, après on ne sait pas si c'est le même mécanisme ou pas parce que on le voit pas trop sur le. Le problème de l'airbag, c'est qu'il te faut de la poudre, de l'explosif, c'est utilisation qu'une seule non, fois. Et après, ça airbag, tu vois. Donc comme là, on appelle ça aussi airbag, mais dans les faits, il n'y a pas d'air. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un blade bag. Non, ouais. Pas. Airblade, non plus. Imagine, tu le jettes sur quelqu'un, les trucs se déplient et puis tu peux les planter dedans, c'est génial. Putain, t'as un étoile de ninja, shuriken intégré. Smartphone shuriken intégré, c'est parfait. Voilà, alors, dans la démo, planter dans un mur. Dans la démo, il le montre aussi. Tu peux le replier facilement, c'est-à-dire qu'il tombe, tu le ramasses, tu replies les ailettes dedans et hop, c'est rechargé. Donc c'est de ce côté-là aussi, il a cherché à travailler ça pour que d'un point de vue airbag, tu puisses le réutiliser facilement. C'est sacrément épais, hein. C'est sacrément épais. Je pense que tu peux acheter une coque de cette épaisseur-là pour protéger ton téléphone, mais si tu le fais tomber, il se pète pas, quoi. Alors c'est super épais à l'arrière. Oui, c'est un peu plus épais que les autres coques traditionnelles. Ouais. C'est effectivement J'ai déjà eu un iPhone en main et ça fait le double de l'épaisseur là, avec le. Alors moi j'ai vu des coques durcies récemment de téléphone et t'es dans la même taille. Hein. Ouais. Donc, mais du coup est-ce qu'ils vont pas une coque durcie qui coûtera beaucoup moins cher que ça? Je ne sais pas. Ben, je sais pas, on verra si ça sort un jour. Mais en tout cas je trouve le concept super intéressant et c'est innovant et il fallait penser à ces petites lames qui sont sorties. Ouais non, honnêtement l'idée n'est pas con du tout. Next.
Ah, oui. Google qui investit dans KaiOS. Alors, est-ce que vous connaissez KaiOS? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, mais évidemment, personne n'a entendu parler. KaiOS, c'est l'OS des feature phones de chez Nokia. Donc, c'est les feature phones, c'est les téléphones en fait qui sont pas des smartphones, qui sont des téléphones plutôt classiques avec quelques fonctions avancées comme les répertoires, les photos, éventuellement la musique, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'application riche, il n'y a pas de store, il n'y a pas tout ça, réseaux sociaux et tout. Ils ont investi, donc Google a investi à hauteur de 22 millions de dollars. On parle de Nokia, le chinois. Hein. On parle de Nokia. Oui, Nokia, celui-là, le 90 par exemple, voilà. Non, quand je dis le chinois, c'est le HMD chinois maintenant. Oui, HMD Global, oui, tout à fait. Pas l'OS des Nokia, c'est l'OS de Sangoku. Ouais, c'est ça. Maître Kai. Tellement, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est un nouveau marché à conquérir hein, pour. Merci pour le follow, GG. Pour Google déjà d'une part, et aussi ces téléphones-là, c'est les téléphones qui sont utilisés pour attaquer les marchés émergents, donc l'Inde, l'Afrique et tout ça, puisqu'ils sont moins chers et ils permettent déjà d'offrir des fonctions relativement intéressantes, hein, pas que juste le téléphone. Donc c'est un vrai marché qui a beaucoup de potentiel, on le voit énormément en Inde notamment. Alors le but c'est quoi pour Google? Évidemment, c'est cette image-là que je vous ai montrée, c'était de pouvoir proposer dedans un moyen d'intégrer ses propres services. Parce que Google il est déjà omniprésent avec Android sur le marché mondial, Android domine tout le monde, hein. Mais sur les feature phones, Google n'était pas présent. Donc ils ne souhaitent pas louper le coche de ce marché-là. Donc évidemment, ils investissent pour, en contrepartie, pouvoir y intégrer leurs propres services. Donc on parle de Google Assistant, celui que je vous ai montré, mais aussi Google Maps, YouTube, évidemment, et la recherche, le fer de lance de Google, évidemment. Alors ça va dans la continuité de ce que fait déjà Google avec Android Go, qui sont les petits smartphones low cost, mais qui restent smartphones, donc ça reste de l'Android. Ça, on a vu que ça marchait énormément en Inde. Mais pas chez Samsung. T'as vu la news? Oui, alors Samsung va faire l'Android Go, mais à sa sauce. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre leur propre surcouche sur un téléphone Android Go, alors que le principe, c'est de le garder le plus pur possible avec les applis les plus légères possibles pour des smartphones qui n'ont pas une grosse capacité, ils n'ont pas un gros processeur, ou pas beaucoup de place, pas beaucoup de gigas embarqués non plus, pas beaucoup de RAM et tout ça. Que ce soit le plus léger possible pour que ça puisse être sur des téléphones pas chers, quoi. Sauf que Samsung dit ouais, ok, allez, TouchWiz, et ensuite. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, il faut savoir que les smartphones Android Go, ils ont des specs pour pouvoir retourner avec 1 Go de RAM et 32 Go de stockage minimum, sachant que dedans, l'OS Android en prend une bonne grosse partie. Donc c'est assez énorme. Ils en prennent entre 3 et 4 Go, donc c'est autant te dire que le stockage est bouffé. Alors que là, les smartphones, les feature phones de chez Nokia, ils ont des specs qui permettent de descendre jusqu'à 512 mégas de RAM et 4 Go de stockage. Mais pour tout, OS et stockage média compris. Ce qui est assez fou. Donc on n'est vraiment pas sur la même gamme et Google a beaucoup de mal à faire descendre encore plus petit Android sur des feature phones comme ça. Ils n'arrivent pas à le saucissonner. Alors, ils y travaillent beaucoup, ils essaient de découper en fait le code Android pour extraire du système les services en fait qui sont pas indispensables pour construire ça. Mais en attendant, le marché est en train d'être conquéri par ces téléphones-là, par ces feature phones de chez Nokia, donc ils investissent dedans pour du coup proposer leurs services. Voilà. C'est plutôt malin, mais à mon avis c'est du court terme, puisque je pense que sur le long terme ils arriveront avec leur propre OS à eux, un Android encore plus petit qui viendra attaquer ces marchés-là. Les surcouches sont autorisées sur Android Go, c'est sur Android One qu'il n'y en a pas. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, j'ai montré ça la aussi. légèreté de... Bon, ça rappelle les anciens Nokia. Hein. Ouais, ils sont mignons quand même, moi je trouve ça sympa, mais évidemment quand t'as un smartphone, quand t'as un smartphone, ça t'intéresse pas. Non. Beaucoup moins. Beaucoup moins, complètement. Comme téléphone fixe à la limite. Tu rigoles, mais il y en avait, c'était Arcos, je crois, qui avait lancé des fixes sous Android. Siemens aussi. Mais c'était tellement inutile, ça servait tellement à rien. Bon, allez, on va parler maintenant de Tesla. Ah, la petite news. Le c'est ça, faut bien mettre la croix sur la case Tesla. On va parler du Tesla Truck. Alors, pas du semi-truck, pas le camion, mais de pick-up. Puisqu'il y a eu une révélation, effectivement. C'est juste un effet d'annonce de Elon Musk, toujours, sur Twitter, comme d'hab, qui a dit qu'effectivement, après, dans la roadmap, dans la continuité de la roadmap de Tesla, après le modèle Y, qui n'est pas encore sorti, et dans le même temps que le Roadster, il y aura un pick-up Tesla. Il en avait déjà parlé dans le méga plan international de la conquête du monde de Tesla. Il avait évoqué le pick-up et il a confirmé que c'est dans la roadmap, toujours à la date à peu près estimée, donc en 2020. Le principe, c'est qu'il y aura une transmission intégrale avec 2 moteurs, avant l'arrière. Chacun un moteur pour 2 roues, voilà. Il y a une suspension dynamique, donc il va s'adapter en fonction du terrain. C'est plutôt pas mal. Et également des prises électriques en 240 volts pour gérer les outillages à l'arrière. Donc c'est vraiment le pick-up du bricolo, truc vraiment américain. Tu branches ta tronçonneuse. Exactement, voilà. Parfait.
Il y a un haillon motorisé. Alors ça, c'est assez intéressant. Le haillon, donc le pick-up, donc ils avaient un plateau à l'arrière en fait. Et le haillon motorisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre des trucs et les recharger comme ça. Un peu comme on peut l'avoir sur les camions qui sortent les bennes pour les chantiers. Ouais, mais ça c'est ouf que tu vois. Par exemple, là, j'ai vu passer un Ford F-150 tout à l'heure. Le plus vendu aux États-Unis d'ailleurs. J'ai vu aussi un Dodge Ram. Ouais. Qui pareil, c'est un des plus vendus. Tout à fait. Mais j'ai regardé du coup les fiches techniques. Et il n'y a pas de prise 240 en extérieur. Ouais. T'en as devant, à la limite, dans la cabine, tu peux avoir l'option, je crois que c'est sur le Dodge Ram que tu l'as. Je crois que sur le Ford, ça y est même pas. Et tu te dis, mais c'est juste putain de logique. Là où tu as besoin des prises, c'est pas dans l'intérieur du camion, mais c'est... Dans les deux. Tu peux avoir dans besoin oui, bien sûr. Deux. Mais je pense qu'il y en aura dedans, dans la Tesla, il n'y a pas de doute, mais c'est derrière, quoi. Bah, les pick-up, c'est les utilitaires en fait beaucoup aux États-Unis en fait ces camions-là et surtout pour les bricoleurs, les artisans et tout ça. Donc oui, ça a complètement sa place à l'arrière du camion, tout à fait. Bon, et le modèle Y. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce pick-up, il sera fabriqué sur le châssis du semi, du camion semi qui vont. Donc c'est un truc assez fat quand même. Et t'as vu le concept aussi du camper, la version camping-car du. Ah non, je l'ai pas vu. C'est un concept, mais ça serait terrible. Mais c'est ouf. C'est ouf, ça serait vraiment terrible ça. Attends, je vais te le trouver. Donc il y a aussi 4 roues directrices pour faciliter la navigation, la direction en fait de ce camion-là. Et il a même parlé, alors attention, hein, c'est la lettre au Père Noël, il a même parlé de la capacité à se garer à 90. Donc en fait les roues tournent à 90 et puis tu te gares comme ça. Ça donne à la fois envie et ça aussi donne un indice un petit peu de la taille de l'engin. C'est-à-dire qu'il va être suffisamment gros pour que ça va être compliqué à garer et qu'il va falloir gérer les 4 roues directrices pour pouvoir le manœuvrer. Voilà, donc le modèle Y, on n'en a toujours pas entendu parler, mais on entend déjà parler de cette suite-là. Alors évidemment, c'est un effet d'annonce. Il tease toujours un petit peu, mais c'est intéressant. Et puis surtout, il a répondu en fait beaucoup à des tweets et des questions que beaucoup de fans de Tesla lui ont envoyés. Oui. Et il a pas souvent répondu non quand même. Hein. C'est à chaque fois qu'ils m'ont dit ah tu vas mettre ça, bah oui, et tu vas mettre ça, mais oui, tu vas mettre ça, ah c'est trop bien. Voilà, donc c'est un peu. qu'il a pris les idées, tu sais. C'est ça, c'est un peu ça. Envoyez-moi vos idées et on va le faire. Ouais, ok, c'est vraiment du gros concept. Ok. Attends, je vais essayer de montrer. Je te laisse mettre l'incruste et je continue de broder. Voilà. Tesla, en parlant d'eux toujours, puisqu'on en est là, ils ont réussi donc à atteindre, on l'avait dit, leur quota de véhicules. Les 5000, ils ont même dépassé puisqu'ils sont à 7000. S'ils comptent tous les modèles produits et pas que les modèles 3. Ouais. Et par contre, à quel coût, c'est qu'ils ont dû licencier pas mal de monde et qu'apparemment les conditions de travail, c'est un peu de tendax chez eux. Hein. Ouais, en ce moment, ils avaient expliqué aussi qu'ils avaient viré un des contrôles de freinage. Oui, c'est vrai. Qui a expliqué justement le souci de la modèle 3. Ouais. Donc voilà. Et c'est celui-ci, le concept du truck, mais version camping-car. Version Tesla camping-car. Et c'est pas mal, hein. Honnêtement, ça a de la gueule quand même. Ouais, je sais pas. Ça sort comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça... On voit le petit escalier à l'intérieur, là, le petit étage, hein, pour monter dans la mezzanine. L'escalier, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place. Oui. Par contre, le concept est intéressant parce que ça respecte un peu le style des Model X en fait à l'avant avec le nez comme ça plongeant assez vertical. Bon, ok. Pourquoi pas. Why not. On verra bien. Mais les pick-up sortiront avant ou après que l'on soit allé sur Mars? C'est une bonne question. Là, la vraie question, c'est est-ce que le Roadster... Où va le Roadster en fait? Le Roadster, il sort en même temps en fait. Il a annoncé le Roadster qu'ils ont envoyé dans l'espace. Ah, où va le Roadster qui vole dans l'espace? Ah, ça c'est une excellente question. Spaceman, où c'est qui va? Ouais. Aucune idée. Ah, on a toujours ces espèces de bestioles. Il y a des petits papillons qui volent avec nous. Vous avez des invités surprises. Papillons. Ah, alors ça c'est la news. Oh. La news explication. Alors, préparez-vous. Allez, c'est parti. Rampage. Alors, Rampage, c'est quoi? C'est une nouvelle faille qui a été révélée. Alors, nouvelle mais pas trop. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais vas-y. Une de plus qui touche une de plus, oui, mais on va reparler aussi, qui touche à peu près tous les smartphones Android depuis 2012. Voilà. Et possiblement les iPhones, les PC et les Mac. Alors, pourquoi et comment ça marche? Le jeu vidéo Rampage. Ah oui, c'est ça. Si vous cherchez Rampage en fait sur Google, vous allez trouver plein d'autres trucs en plus de ça, qui n'ont rien à voir avec l'attaque. Voilà. Si vous voulez chercher, c'est Rampage Attack pour avoir le détail de cette information. Alors, comment ça marche Rampage? Quel est le principe de cette faille-là? En fait, ça utilise un concept qui n'est pas nouveau, qui s'appelle le rowhammer, qui est le martèlement de la mémoire en français. Et ça exploite en fait une faille dans le mécanisme de conception en fait hardware des puces mémoire. Il faut savoir que les puces mémoire, c'est des cellules, donc des cases dans lesquelles on va stocker des 0 et des 1, et qu'on les alimente, on fait changer en fait leur valeur par des impulsions électriques. Et on est rendu dans des tailles de gravure qui sont tellement fines que les cellules sont tellement proches qu'en fait, il y a des interférences électriques qui se font entre des cellules qui sont proches.
Voilà. Et en fait, le martèlement de la mémoire, c'est ça qu'il va exploiter. Il va faire des actions répétées sur des lignes de ces cellules mémoire, et ça aura une influence sur les cellules mémoire qui sont proches. Voilà. Donc le principe, c'est ça. Je vais vous montrer une petite illustration qui est là. Voilà. Donc vous avez votre banque mémoire, donc votre barrette de RAM. Il y a des lignes en fait où il y a des 0 et des 1. Et en fait, quand vous martelez, donc en fait marteler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lire et écrire beaucoup, énormément et très rapidement sur des lignes. Donc là, les lignes vertes et bleues par exemple. Et à force de faire ça, donc vous martelez, c'est ça, c'est vraiment insister dessus. Et bien ça va faire des permutations dans les valeurs qui sont stockées dans les lignes qui sont proches, donc les cellules qui sont proches. Donc là, vous voyez la ligne au milieu avec les zéros qui apparaissent, il y a des bit flips, donc des inversions de valeurs qui passent de 1 à 0. Donc ça, c'est l'effet qui se passe. Du coup, ça, c'est le principe de base qui s'applique en fait à toutes les mémoires des RAM qui existent. Et donc pas que Android, pas que tout ça. Dès qu'il y a une puce mémoire, ben, on peut l'appliquer avec ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est connu depuis 2012 effectivement, mais que ça a été démontré aussi par Google avec son projet Zero, donc qui est la sécurité chez Google. Ça a été démontré en 2015, et en fait Google l'avait sophistiqué en 2015 en attaquant en fait des deux lignes en même temps. C'est-à-dire que pour que ce soit encore plus pertinent dans cette démo-là, ils attaquent en fait en faisant permuter en même temps les lignes vertes et bleues, ce qui fait que ça aura encore plus de chances d'avoir un impact sur la ligne qui est entre les deux. Voilà, donc ils ont commencé à attaquer comme ça. Et ils ont expliqué que c'est relativement simple à provoquer, par contre à exploiter c'est extrêmement compliqué. Parce que tu fais des trucs et puis hop, ça impacte des trucs un peu random dans la mémoire, voilà, mais tu sais pas vraiment où ça tombe, tu sais pas vraiment ce que tu changes, et si ça se trouve, derrière, tu vas juste corrompre la mémoire et puis le système il va planter. Voilà. Donc ça c'est le véritable enjeu, c'est savoir... Ça peut servir à planter un truc. Ça peut servir à planter. Donc, le premier enjeu, c'est savoir où est-ce qu'on va avoir intérêt à aller impacter la mémoire. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour l'impacter. Donc, trouver la bonne zone mémoire impactée et qu'est-ce qu'on va y faire dedans. Voilà. Alors, le premier exploit il a été révélé il y a 2 ans, qui s'appelait Drammer à l'époque, pour DRAM et Hammer, hein, la compression des deux. Et en fait, ça utilisait le mécanisme d'accès direct à la mémoire d'Android, puisqu'il faut savoir que les applications d'Android avaient la possibilité de lire et d'écrire directement en mémoire. Alors c'est utile en général, ces fonctions de DMA, Direct Memory Access, pour des questions de performance. Il y a des applications, notamment pour tout ce qui est vidéo, qui ont besoin de lire et d'écrire très rapidement et beaucoup dans la mémoire, et du coup, on a des fonctions comme ça dans tous les systèmes d'exploitation, on a ça, qui permettent d'avoir des accès beaucoup plus directs et rapides à la mémoire, sans passer par le cache, le CPU, etc. Et Android avait cette fonction-là. Donc en fait, pour cette première faille Drammer d'il y a 2 ans, ils ont en fait étudié, les chercheurs, le fonctionnement du système qui alloue la mémoire d'Android, qui s'appelle Ion. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Il s'appelait Ion, donc c'est le Memory Manager d'Android qui se charge d'allouer les zones mémoire et qui distribue du coup, toi tu as droit à tel truc, telle application m'a demandé ça, tiens voilà ta zone que tu as accès, etc. Donc ils ont étudié un petit peu le fonctionnement de ces gestionnaires de mémoire et du coup ils ont pu comprendre comment prédire les zones mémoire qui étaient allouées et où c'était intéressant d'aller taper. Bravo. Donc il y a 2 ans en fait, ils avaient trouvé un moyen efficace pour gérer ça dans Android et Google a fait en 2012 les corrections. Alors c'est pas des vraies corrections finales parce qu'en fait on peut pas corriger le fonctionnement de la mémoire, donc les puces de RAM auront toujours la faille. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une mitigation, donc ils ont essayé de border pour limiter ça en désactivant notamment la capacité au gestionnaire de mémoire d'allouer des gros blocs de mémoire continus de manière prédictive. Donc en gros, voilà, tu as une zone mémoire qui est allouée, mais elle ne sera pas continue random, et tu ne pourras pas l'entourer du coup avec tes lignes facilement. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont séparé les zones mémoire sensibles. Alors on avait déjà parlé pour Spectre et Meltdown. Oui. Les zones mémoire sensibles, c'est celles qui sont gérées par le noyau. Et donc le noyau, il fonctionne avec un niveau, on va dire, root, si tu veux, sur votre système, il peut tout faire. Et les applications ont un niveau utilisateur dans lequel elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, mais dès qu'elles ont besoin d'accéder à des entrées et des sorties, à la caméra, au réseau, à la lecture dans le SSD ou le disque, elles doivent passer par des demandes qu'elles font au noyau. Donc les deux choses sont séparées. En fait, ce qu'ils ont fait, et je suis étonné que ça n'ait pas été fait avant, parce que c'est vieux quand même ce principe-là, c'est ils ont séparé, ils ont dit le noyau, tout ce qui est partie noyau, c'est dans une partie basse de la mémoire. Donc toutes les lignes en fait mémoire sensibles sont isolées physiquement sur une partie, et toutes les zones qui sont utilisables par les applications sont sur une autre partie. Ce qui fait qu'en fait dans le principe, tu ne peux plus jamais arriver à entourer ça. En fait, tu peux plus avoir. En fait, les lignes vertes et bleues sont des lignes qui sont manipulées par l'application. Au mieux, tu peux en mettre une au-dessus, mais pas une en dessous.
Non, parce qu'en fait, ils avaient réservé une partie tampon qui sépare bien les deux. Donc tu peux vraiment pas les mettre côte à côte. Donc ça, c'était cool. En 2016, ils avaient fait ça, et du coup, bah voilà, c'était corrigé. Et en fait, pas vraiment. Parce que Rampage, c'est maintenant la nouvelle version de tout ça. Donc pour vous dire à quel point c'est pas nouveau, et pourquoi le drame et le tapage qu'on en fait n'est pas... Et là, c'est le drame. N'est pas vraiment, voilà. Donc Rampage, c'est quoi? C'est une nouvelle façon d'exploiter la même faille qu'il y a dans ces puces mémoire-là. Et le principe, c'est quoi? C'est on va aller perturber le fonctionnement du gestionnaire de mémoire d'Android, donc toujours Ion. Il faut s'attaquer à celui qui contrôle maintenant. Il faut s'attaquer à celui qui contrôle, parce que en fait tout est stocké en bas, sauf qu'ils se sont rendus compte que, eh bien, pas tout le temps. Et il y avait moyen d'interagir sur ce gestionnaire de mémoire pour le faire fonctionner différemment. Alors c'est intéressant parce qu'on en revient en fait sur les mêmes principes d'attaque que ce qu'il y a dans Spectre et Meltdown, c'est-à-dire qu'on ne va pas agir directement sur les emplacements, mais sur les éléments qui vont manipuler ces données-là, et on va les faire se comporter différemment à notre avantage. D'accord. Donc en fait, ils saturent la mémoire. Merci Mamdia, mais du coup, je peux pas vérifier. Wow, merci. Donc ils saturent la mémoire de l'application, donc dans la partie utilisateur, ce qui fait que Ion, après, au bout d'un moment, il dit ah, je peux plus aller de mémoire à ce niveau-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'allouer plus bas, et du coup, je vais l'allouer dans la partie réservée normalement au noyau. Donc c'est un peu con pour le coup, parce qu'ils avaient bien séparé ça, mais il y a un moment où il peut arriver à réallouer en bas. Donc après, c'est pas tout de pouvoir allouer en bas, il faut pouvoir en fait récupérer les données qu'on va pouvoir manipuler. Et en fait, ils ont réussi, avec un autre système, à provoquer le transfert de la zone mémoire, de la valeur en fait de la zone mémoire qu'ils ont pu manipuler, dans la partie utilisateur, et du coup le relire derrière. Donc tout ça en manipulant le comportement du gestionnaire de mémoire. C'est assez fou, et en fait la démonstration a été allée jusqu'à pouvoir en fait provoquer le passage en route sur un smartphone. Donc pour te dire à quel point ils ont réussi à comprendre le fonctionnement pour aller cibler les bonnes zones mémoire, changer les bonnes valeurs, et provoquer un effet complètement attendu. Donc c'est complètement exploitable, réutilisable et réapplicable à de multiples reprises. Voilà. Alors c'est assez fou, parce qu'ils ont fait des démos sur un LG G4, je crois c'était, et avec une simple application qui n'avait aucun accès, aucune permission particulière, donc une application que tu peux récupérer sur le store, et bien tu lances un truc et pente un accès root sur ton smartphone direct. Voilà. Alors ils ont révélé tous ces détails-là. Il y a 4 variantes. J'avais besoin d'un accès route sur... Il y a 4 variantes de l'application. Voilà le détail de ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, donc il y a les zones, il y a une partie cache, voilà, qui intervient dans cette manipulation-là. Et ils arrivent à récupérer la ligne victime en rouge là au milieu, et du coup l'entourer et à l'attaquer de la même manière. Voilà. La ligne victime. La victime. Donc il faut choisir sa victime et puis voilà. Alors il faut savoir que cette faille de martèlement de la mémoire, ouais, s'applique à toutes les mémoires, et en fait pas que au smartphone, pas que à Android, ça s'applique également à tous les autres systèmes qui ont de la mémoire. Alors ça m'a fait assez halluciner, là j'ai découvert ça. Ça s'applique au GPU également, et la faille s'appelle glitch, comme glitch. Putain. Donc on peut exploiter des failles dans les GPU de la même manière. Ça s'applique également sur les cartes réseau. Alors ça c'est assez fou, du coup ça a un nom, ça s'appelle Throwhammer et NetHammer, qui permet du coup de la même manière d'intervenir sur la mémoire de la carte réseau, puisqu'il y a une zone mémoire en général pour gérer du cache. Ils arrivent. Martèlement de la mémoire, c'est Alzheimer, c'est ça. Non, exactement. Mais là, donc ça s'applique un peu partout. La mémoire du GPU quoi. Ouais, du GPU également. Donc ça s'applique à tout ce qui est barrette mémoire en fait, hein, grosso modo. Ouais. Et alors après ils ont dit, en fait c'est simple. On vous propose aussi une solution qui est celle-ci, qui est de se dire, en fait, pour éviter d'avoir ce genre de problème, et bien à chaque fois qu'il y a une zone de mémoire sensible, donc une ligne de mémoire sensible, donc les zones X, Y et Z, et bien en fait à chaque fois il faut les entourer d'une ligne blanche qui n'est pas utilisée. Ah. Et ça c'est la vraie bonne solution, c'est-à-dire tu vas pas isoler tes trucs partout, voilà. mais chaque en fait ligne sensible tu l'entoures d'une ligne blanche. Et du coup c'est bon. Du coup c'est bon, par contre en termes de performance, t'as un impact quand même. Alors c'est pas la catastrophe, tu le sens qu'il y a un impact, mais c'est pas non plus, tu divises pas par deux les perfs. Alors que tu multiplies par 2,5 en fait l'utilisation de la mémoire, grosso modo. Donc c'est pas négligeable en termes de consommation de mémoire, mais en termes de performance, ça passe un peu, mais voilà. Donc on en revient au même niveau en fait que Spectre et Meltdown. Voilà. Donc en fait, il y a un patch software qui existe, donc ils ont proposé en même temps que l'attaque, la divulgation de l'attaque, un patch qui peut s'appliquer au smartphone Android. Ils ont dit, voilà, on a un patch de l'OS qui applique ce principe-là, qui entoure du coup les zones sensibles. Du coup, tu as envie de le faire. Mais qui a un impact. Bah non, parce qu'en fait... pour que ça puisse fonctionner tout ça, il faut quand même que tu installes une application. Il faut qu'il y ait une application douteuse qui vienne faire ça. Et il faut savoir que, sauf si tu installes des applications qui viennent de sources de peu de confiance, si tu prends les applications sur le store, elles sont vérifiées. Sur ce genre de comportement-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à craindre. Transformer la mémoire et la mettre en diagonale ou de mettre des lignes. Ah, j'aime bien ta proposition de solution. C'est pas mal du tout. Mais oui, mais en fait, et je pense que ce problème-là, on va le voir de plus en plus. Et non.
Alors sur la Même mémoire, les Tesla avaient un problème. mais aussi sur les CPU. Et c'est le vrai problème en fait, on va avoir des problèmes de cohérence parce que les éléments sont gravés tellement fins qu'il y a des interactions entre eux. Et les CPU, en fait, ils ont des systèmes pour auto-corriger ça déjà en interne. Pour vérifier ça, donc tu as une notion de parité et récupération de tout ça. Mais là, c'est un peu plus compliqué. La chose que j'ai pas été vérifiée, c'est est-ce que les mémoires de type ECC, donc qui ont du error control check, sont capables de se protéger de ça parce qu'elles ont le principe. Ouais. Les mémoires de serveur et tout ça. Les mémoires de serveur. Et là, Mac d'ailleurs. Ouais. Les Mac ont des contrôles ECC sur certains PC Mac, ouais. Sur les Mac Pro par exemple. Ouais. Tu l'as. D'accord, cool. Parce que là, en fait, si tu fais du contrôle de cohérence, il faut que tu bouges à la fois les valeurs et le checksum que tu recalcules derrière. Ouais. Donc là, en termes de bit flip et tout ça, t'es pas rendu. Hein. Ah, non. Donc je pense que c'est des mémoires qui seraient protégées naturellement. Voilà pour ça, pour cette petite faille. Donc en fait, c'est une belle nouvelle faille dans le principe de ce qu'on a déjà vu, grosso modo, mais c'est pas non plus la grosse. C'est quoi la prochaine faille? La prochaine qu'on va trouver. Parce qu'on a eu le Wi-Fi, et le WPA2, il y avait eu. Il y a eu les CPU. Il y a eu les CPU, on a eu la RAM. On a eu la RAM. Il reste plus grand chose. Hein. Les RAM et CPU, enfin RAM, GPU, carte réseau, tout ça. Hein. Bientôt ils vont hacker. Le Bluetooth, Nico Poppy, effectivement. Ouais, le Bluetooth, mais le Bluetooth, il est déjà pas hyper méga sécurisé quand même. C'est c'est pas le meilleur des protocoles. Ouais, non, clairement. Surtout de l'eau énergie. Ouais. Merci Kazo pour le Twitch Prime. Merci. Allez, on enchaîne sur un petit peu de robot. Yep, le robot. Le robot cascadeur de Disney. Alors c'est un petite news rapide. C'est un robot que Disney Research a présenté qui fait pas grand chose à part des cascades et des saltos. Alors on avait déjà parlé de Stickman qui était une sorte de bâton qui avait un axe en fait qui pouvait bouger. Mais là en fait ils ont réussi à faire évoluer ça. Et le principe c'est quoi? C'est assez fou ça quand tu vois le mouvement qu'il a. Donc ils ont reproduit en fait un humanoïde et qui vont pouvoir lancer comme ça avec une sorte de catapulte. Et en fait de manière totalement autonome, il va être donc il n'est pas piloté du tout par quoi que ce soit, il va être capable de gérer sa trajectoire en l'air. Ouais. Donc en fait, il va être capable de dire je vais faire des saltos, 2 saltos avant, 2 saltos arrière ou là, il fait Iron Man, c'est assez fou quand même, tu vois comment il est lancé. Ouais. Il est lancé, il fait un tour et puis hop, il vole tout droit, regarde. Hop, un tour et puis après donc là il fait les saltos et là après il le lance et il vole tout droit, c'est assez fou. En plus, on dirait qu'il se tient au crochet. Mais oui. T'as vu comment il se plie, il se lance, donc il a vraiment un vrai contrôle de trajectoire assez fou parce qu'il est capable de gérer un petit peu ce qu'il va faire en l'air. Voilà, donc moi je trouve ça assez impressionnant. T'imagines le robot qui travaille, qui est dans le parc d'attractions, le boulot de merde quoi. Tu fais quoi toi? Moi on me lance toute la journée, on me balance dans... J'arrête pas de m'envoyer en l'air. Ouais c'est ça. Ah, ça passe mieux déjà. Ça passe mieux ouais. Bon, le lanceur de nains, le lanceur de robots après, c'est ça exactement. Ça. Alors le seul intérêt qu'il y a derrière, c'est que ça va permettre de l'utiliser en tant que cascadeur effectivement dans des films. Voilà, donc là les cascadeurs, chaud de voilà, t'as perdu ton boulot. Non mais ça permet de limiter les risques en fait pour certaines cascades qui sont assez tendax quand même. Ouais mais du coup impossible à réaliser par l'homme donc remarque tu me diras avec déjà les CGI ont remplacé. Mais oui c'est ça se fait beaucoup en images de synthèse, là t'auras un truc un peu plus naturel pour le rendre. On va balancer des mannequins. Why not? Indépendamment de ça je trouve la prouesse assez intéressante. Oui non clairement. Le contrôle en l'air, était terrible. D'un robot à un autre, il n'y a qu'une seule chose. Dans 20 ans, quand les robots auront des droits, ça sera interdit, ça. Non. Pas mal. Ouais, ils seront syndiqués. Ah, Simon. Mais moi, je l'avais dans mes news, ça. Tu veux en parler? Comme tu veux, mais... Simon, Crew Interactive Mobile Companion. C'est ça. C'est lui. Et ouais. C'est qui? C'est un petit robot qui a décollé début juillet. Ça y est, oui. Qui a rejoint... C'est Tesla, c'est SpaceX qui l'a envoyé. Tout à fait. Il a rejoint l'ISS, voilà, donc c'est un robot Carpe Diem, bientôt les robots nains. Qui a la taille d'un ballon de basket, c'est lui. Il est conçu en gros, c'est un iPad dans une coque ronde. Non, c'est un peu ça, sauf que c'est pas Siri qui est dedans. Non, et c'est pas non plus iOS. C'est pas iOS non plus, voilà. Donc c'est conçu par IBM et Airbus. Du coup, évidemment, l'assistant, l'intelligence artificielle est piloté par IBM Watson. Voilà, donc l'intelligence sur tous les salons IBM. Depuis 10 ans. On voit des robots avec Watson. Ouais. Et je me souviens d'une démo à Le Web, un des Le Web, je sais plus lequel, où il y avait le robot et tu pouvais interagir avec lui et tout ça. C'était tellement naturel que tu te disais, c'est pas possible. En fait, effectivement, c'était pas possible, il y avait un vrai opérateur derrière. Lol. Donc voilà la vanne. C'était nul. Franchement, c'était nul, mais tu te disais, c'est pas possible. Il parlait comme la démo de Google Duplex. Ah ouais, à l'époque. Et tu te dis, vas-y, prends-moi pour un con. Effectivement, prends-moi pour un con.
Ils font beaucoup de pub IBM sur Watson, mais actuellement, elle n'est pas naze en termes d'IA. Enfin, non. Les API, tout ça qu'ils ont, c'est non, pas, mais en gros, pas ce dégueu. qu'ils faisaient Mais à l'époque, ils ont c'était montrer ce vers quoi ils voulaient tendre. Ouais, c'était... Voilà. Te montre le futur. Alors, le but de ce robot-là, c'est quoi, en fait? C'est d'assister, en fait, un chercheur pendant sa mission sur l'ISS. Et ils vont essayer en fait de se passer en fait de PC portables pendant les expériences. Alors ça, tu vois, c'est une photo à l'envers. Oui. D'accord. Je suis en train d'apprendre. Non, c'est pour reconnaître en fait l'astronaute Ouais. avec qui il va travailler, quelle que soit la position dans l'espace, puisqu'en fait tu vas flotter, donc potentiellement tout le monde va être dans n'importe quel sens. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est que en fait il va assister pour prendre des notes, pour répondre à des questions. Pendant que le chercheur fait son expérience, il va être amené à se poser des questions qu'il va poser à cet assistant-là et qui va chercher la réponse et lui ramener. Voilà, c'est à peu près tout. Il est conçu principalement en impression 3D. Voilà, ça c'est pour l'avoir dit. Et donc pour sa première mission, en fait, il a été spécialisé. Donc il va pas pouvoir tout faire et répondre à tout. Mais il y a trois parties pour lesquelles il a été spécialisé. La première... Surtout la deuxième, elle est terrible. La deuxième va vous surprendre. Mener des expériences sur des cristaux, puisque ce chercheur-là va faire des expériences là-haut sur des cristaux. Donc lui, il a toute la banque de données autour de ça, autour des cristaux. Et il a son petit R2 qui... Exactement. Deuxième spécialité, il va être capable de résoudre des Rubik's Cube. Pourquoi Dans l'espace. J'en sais rien. Et enfin, il va être utilisé pendant une expérience médicale dans l'ISS où il va servir de caméra flottante. Ouais, et du coup, caméra. Et du coup, ouais, mais flottante dans l'espace, donc il va devoir aussi contrôler sa trajectoire et tout, donc ça va faire un gimbal dans l'espace. Comment il se déplace, nous demande Didrix. Alors, j'en sais rien. Première question, comment il se déplace, j'en sais rien. Deuxième question, comment il a accès au cloud? Parce que IBM Watson... Eh bien, j'en sais rien. Il faut avoir accès au serveur, donc comment il récupère tout ça? C'est la vraie question. Donc il passe par le Wi-Fi de l'ISS, qui renvoie en 4G, machin... Pas du tout de latence. Pas du tout de latence, voilà, il y a ça. Après, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que c'est un réel compagnon? Parce qu'en fait, derrière, il y a aussi une expérience sociale. Est-ce que c'est pas un assistant juste pour travailler? C'est aussi résoudre un problème d'isolement en fait, dans l'espace. Ouais, ils ont qu'à envoyer des Google Home ou des Alexa et puis voilà, c'est réglé. Est-ce que ça va réellement devenir un compagnon qui va permettre de répondre à cet isolement dans l'espace? Ou est-ce que ça va être juste un simple outil de type Alexa, évidemment, où tu vas juste parler et répondre? À mon avis, ça va rester ça pour l'instant. Mais il commence à se poser la question. Et voilà. C'est le frère de Simon Say. Ouais. Simon Say, terrible, c'est exactement ça. Ils auraient trop dû faire ça. Mais je pense que le nom aussi a été fait pour ça. Ah. Mais oui, en fait, il est même fait normalement. Il est capable de gérer les collisions à l'intérieur de l'ISS aussi. Quand il est bousculé, mais je sais pas comment il fait. Il a un truc. Il peut se repérer, je crois. Il a un truc à air comprimé comme Musk il veut mettre dans les roadsters. Ouais, c'est ça. Non, mais même pour se déplacer dans l'espace, il est obligé de faire ça. À la Expanse. Ouais, il est obligé de faire ça dans l'espace. Je vois pas comment. J'aimerais bien avoir, tu vois, une vidéo live de son utilisation et son comportement dans l'espace. Ouais. Tu dois le recharger en gaz et en électricité. Exactement. Allez. Bon, enfin, on verra bien. Ah, la 8K. La 8K en VR. Ça déconne pas. Hein. Pimax, t'as vu ça? Pimax a fait de la 8K. Alors c'est un constructeur chinois qui a lancé ça depuis très longtemps. Et ça a été présenté, en fait, son proto était présenté au CES 2017, donc imagine quand même. Il y a largement plus d'un an. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils ont commencé la production de leur casque, qui est ce joli petit casque-là. On dirait, je sais pas. On dirait, je sais pas. Ah, si, ça fait la tête d'un silon, tu sais, c'est exactement, rouge, ouais. Avec un truc, là, ça ferait un peu... Ça fait... exactement. Quand tu le mets, t'as l'air d'un requin marteau, peut-être. C'est aussi ça, tout à fait. Alors, ils ont fait un Kickstarter record à hauteur de 4,2 millions de dollars. Voilà. Et leur principe, c'est quoi? Donc, ils ont un casque qui fait de la 8K, évidemment. Et ils ont un nouveau principe, un nouveau design pour des lentilles. Donc, apparemment, qui ne sont pas encore des lentilles déjà en exploitation sur des casques existants. Pour limiter les effets de bord blanc, machin. Voilà. Exactement. Donc, il va améliorer tout ça. 2 écrans, quand même, de 3840 ah oui, le casque de Kenji, mais c'est 120. Ah oui, tout à fait. Ça fait un peu ça. Et alors le gros intérêt de ce casque, c'est qu'il a un FOV, donc un champ de vision à 200 degrés. Ça c'est énorme. Donc ça c'est assez énorme. Faut savoir que actuellement le Vive, l'HTC Vive et le Oculus Rift, ils ont 110 de vision. Donc on est quasiment au double avec ce casque-là. Voilà, donc à voir si du coup ça va suffisamment améliorer l'expérience pour que ça devienne de la VR HD, du coup, ou UHD, et qu'on ait une vraie expérience améliorée derrière. Immersive, ouais. Donc voilà, la production a débuté et les livraisons devraient se faire dans l'année normalement. C'est cool. Oui, c'est cool. Ça évolue toujours en fait. Ouais. C'est la génération prochaine qui commence à arriver. Donc il y aura sûrement d'autres constructeurs qui vont arriver aussi avec d'autres propositions.
mais bah, c'est les premiers à proposer une nouvelle génération là-dessus. Pas mal. Voilà. Pas mal. Allez, on va du côté maintenant de DeepMind, puisque dans le bingo, il fallait bien parler un peu d'intelligence artificielle. Alors celle-là, je ne l'ai pas sélectionné pour DeepMind, mais pour Quake 3. Pour Quake 3, ouais. T'as pensé à Charlie, t'as dit, hey, Charlie, Quake 3. Ah, Quake 3, un de mes jeux préférés de tous les temps. Ah ouais. Complètement, j'avoue. Alors, je jouais à Quake 3 et je jouais aussi à, comment il s'appelait, la version Counter-Strike de Quake. Ah oui, j'ai oublié. Ah non, j'aimais pas celui-là. Non, attends, merde, je sais ce que tu veux dire. C'était quoi le nom Bah, le temps Urban quelque chose. Ouais, c'est ça. Urban Strike, je crois. Urban Terror. Urban Terror. Oh, bien vu, c'est ça. C'était un mode pour Quake 3 à la Counter-Strike. Bien joué. Moi aussi, je vais être le Wikipédia de... Tu vas faire Simon. Alors, Simon, quel est le voilà, mode comment s'appelait le mode Counter-Strike de Quake? Tu l'aimais pas? Non. Oh, il était pas mal. Non, j'aimais pas. Non, pour moi, Quake 3, c'était du fun et de l'action, l'arcade de suite, machin. Tu vas pas mettre un truc un peu simu. Cool. Tu mets pas de la simu dessus. Ah, je suis pas d'accord. C'était cool. Je suis pas d'accord. Quake 3, c'est l'arcade pure de suite. Ah non, mais bien sûr, ça je dis pas. Comme Unreal Tournament, hein, j'adorais Unreal Tournament. Ouais, mais je préférais Quake 3. Bon, alors bref, qu'est-ce qui s'est passé? On sera pas d'accord. Google a mis en place son IA, donc DeepMind, pour jouer à Quake 3. Alors, sur un mode bien particulier, donc ils ont utilisé le mode CTF, donc Capture the Flag. Capture the Flag, dont le principe est d'aller dans le camp adverse, récupérer le drapeau et le ramener chez soi dans sa base pour marquer un point. C'est ça. Score 1 point. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à atteindre un niveau avec l'IA de DeepMind qui arrive à battre des humains. Là-dessus. Voilà, niquez-vous. Niquez-vous. Alors, la semaine dernière, on vous avait parlé de Dota 2 et des IA aussi qui... ah oui, ça y est, mais c'est bientôt, hein. Maintenant il en reste plus de 3 semaines. Hein. Alors là, il y a une vraie différence, c'est que l'entraînement des IA pour Dota 2 avait accès à toutes les données brutes du jeu. Donc en fait, elles étaient branchées sur le moteur du jeu directement. Donc ils avaient par exemple... Et ils simulaient toutes les distances de parties par jour. Ouais, donc il y avait ça, mais surtout, ils récupéraient toutes les distances des trucs machin, etc. Même des trucs que l'humain ne pouvait pas voir. Donc en fait, il avait accès vraiment à la matrice. À la matrice du jeu. C'était un peu cheaté en fait. Et ça mettait pas l'IA en fait au même niveau que ce que l'humain avait accès. Donc évidemment, l'IA avec plus de données va pouvoir les manipuler, arriver de plus intelligente. Là, ils ont pris un axe inverse. Ils ont dit, bah non, on va juste donner l'écran, en fait, la visibilité de l'écran à l'IA, et elle va devoir se démerder avec ça. Déjà, ça limite un peu. Et pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu juste après, c'est que l'enjeu, le but derrière ça, c'était d'être capable de trouver un moyen pour que l'IA navigue dans un environnement 3D complexe, puisque là on a des obstacles, ça monte, ça descend, il y a tout ça, et surtout dans un environnement qui n'est pas complet, puisqu'elle ne va pas être capable de savoir que derrière ce mur il y aura quelque chose, que derrière elle il y a ça, parce qu'elle ne le voit pas. Donc on est vraiment sur un aspect concret où tu as juste une caméra sur un robot et que tu vois juste ce qu'il y a devant toi. Et ils ont appliqué du coup ce fonctionnement-là pour entraîner leur IA là-dessus. Alors ils ont utilisé du coup un entraînement par renforcement, le classique, donc avec des essais et erreurs, un coup d'essai et erreurs là-dessus. Et alors, ce qui était marrant, c'est que ils ont commencé à... Donc ils avaient lancé 30 agents, donc ils sont des IA en fait autonomes, dans le jeu, sans absolument leur apprendre comment le jeu fonctionne. Ils leur ont pas dit, mais il faut aller prendre le drapeau. Ils ont juste dit, voilà, t'atterris là-dedans. Et là, tu te démerdes. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est atteindre le meilleur score à la fin. C'est le renforcement positif. Et puis à chaque fois que tu arrives à faire un meilleur score, tu as un point supplémentaire. Le renforcement positif, et du coup ça veut dire que tu t'es mieux démerdé. Du coup ils ont joué un demi-million de matchs environ, de matchs qui ont duré 5 minutes, et ils ont fait tourner là-dessus donc 30 agents, 30 IA différentes. Et alors ce qui était encore plus intéressant, c'est que les agents entre eux étaient conçus pour qu'ils aient des comportements, ou en fait des moyens de faire des choix un peu différents. Donc il y a un aspect un petit peu random dans les choix, ce qui fait qu'en fait les agents se sont développés différemment chacun. Et le but c'était effectivement de voir s'il y avait des patterns qui réussissaient mieux que d'autres. Voilà, donc ça c'était pas mal. Et ils ont vu effectivement qu'il y avait des petites stratégies. Il y a eu des comportements émergents qui étaient assez surprenants qui sont apparus après ces entraînements-là. Alors déjà, des mecs qui couraient en marche arrière. T'imagines, ce serait terrible. Capture drapeau, ils rentrent en marche arrière et ça fonctionne mieux. Truc de fou, truc auquel t'as jamais pensé. Ça serait bien marrant. Déjà, bon, premier résultat facile, l'IA a compris le but du jeu et ce qu'il fallait faire. Donc, aller dans le camp adverse, récupérer le drapeau et le ramener chez soi pour marquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà, ils étaient même pas sûrs de pouvoir arriver à ça. Et après, ce qu'ils ont vu, c'est que l'IA a développé des stratégies. Donc elle a compris ce qu'il fallait faire dans certaines situations de jeu. Des trucs assez fous quand même. Il y a des trucs qui fonctionnent et se disent, ok, ça c'est bon. Et alors, c'est des trucs que tu vas connaître quand tu joues au jeu, mais c'est pareil parce que tu l'as vu ou parce que tu t'es entraîné, parce que tu l'as appris. Mais là, c'était émergent par une IA. Donc l'IA a appris notamment à camper dans la base ennemie.
Donc à se mettre dans l'endroit pour que quand l'autre revient avec le drapeau, elle est toujours là pour le choper quand il arrive et pour récupérer le drapeau qu'elle aurait scoré dans l'équipe adverse. Donc un truc de fou. Ils ont réussi à apprendre aussi à protéger le drapeau de sa propre équipe. Donc venir en renfort pour protéger le drapeau parce quand que il est par attaqué. défaut, tu dis elle va foncer, C'est elle ça. va prendre le drapeau et essayer de le ramener sans s'occuper jamais de son drapeau. Voilà. Donc en fait, il y a si. des vraies stratégies. Et enfin, le dernier, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est suivre et protéger ses coéquipiers. Donc un comportement de groupe qui fait que s'il y en a un qui a le drapeau, ou s'il y en a deux qui sont attaqués, elles vont agir ensemble pour atteindre le meilleur but commun dans l'objectif de réussir de l'équipe. Donc tout ça, c'est apparu de manière émergente dans l'entraînement des IA qu'ils ont fait. Donc ça, c'est assez T'imagines s'ils implémentent ce genre de truc dans les jeux? C'est fini, on joue plus contre l'ordinateur. Bien on sûr, va prendre que des humains. mais ça c'est évident. Mais c'est pas le but en fait. Voilà. Alors petit truc sympa aussi, c'est que à chaque partie, donc les 2 millions de parties, la map a changé. Donc c'est une map générée procéduralement, elle a changé. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est pour pas que l'IA développe des stratégies par rapport à la map, mais des stratégies globales qui vont marcher dans n'importe quel environnement, n'importe quelle situation. Voilà. Ça c'est assez terrible. Donc une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dit maintenant qu'on a atteint une IA qui arrive plutôt bien à se démerder, on va la mettre en concurrence avec des humains. On va voir ce que ça vaut. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont fait des matchs en 2 contre 2 avec différentes combinaisons. Donc 2 IA contre 2 humains, une IA plus un humain contre une IA plus un humain. Ils ont réussi un petit peu tout ça. Et en fait, 2 IA contre 2 humains, l'IA gagne à 74% du temps de win dessus. Donc assez fou, domination phénoménale pour Sébastien 86. Pour un entraînement qui n'est pas énorme en fait. C'est pas énormément de parties jouées. Alors il y a moins de complexité dans le jeu de Quake 3 que dans celui de Dota. Tout à fait. Quand même, il y a moins d'éléments à mesurer et avec lesquels interagir. Alors, la petite map, voilà qu'elle est là. Donc là, vous voyez les 4 IA, les 4 parties qui jouent ensemble. Donc, vous voyez, c'est une map en extérieur, des obstacles, il y a des trucs qui marchent un peu le champ de vision et tout ça. Pourtant, la map, elle n'est pas très très grande, vous la voyez. C'est pas une très grande zone de jeu. Ça, c'est l'historique de l'entraînement. Donc, vous voyez à gauche le score qui est à peu près le niveau de skill, si vous voulez, du joueur. Et l'axe horizontal, c'est le nombre de parties jouées. Donc, en fait, il compare l'évolution d'un joueur humain fort par rapport à l'IA. Et donc l'IA, c'est le bleu, la courbe bleue qui monte à fond, donc FTW, qui est l'agent, voilà, Fuck the World, qui est l'agent de DeepMind, qui dépasse en fait l'humain moyen au bout de à peu près 150 000 parties d'entraînement. Donc autant te dire, c'est que dalle pour une IA, et qui dépasse en fait les plus forts des humains à hauteur de 200 000 parties. Donc là, ils sont arrivés à 1,5 million, 500 000, donc ils étaient largement loin. Et la courbe a commencé à se tasser d'ailleurs un petit peu sur la fin. Donc il n'y a pas beaucoup d'entraînement en fait pour arriver à comprendre tout ça. C'est assez fou où c'est qu'on en est rendu avec ça. Moi je trouve ça, voilà, skill over, c'est ça, 1500, c'est exactement ça ce qu'on nous dit. Et alors je le redis, le but en fait c'est pas d'apprendre à dominer le jeu, à dominer l'homme en jeu. Non mais c'est dominer les humains. C'est ça. Et les exterminer. Le but c'est d'apprendre à l'IA à naviguer dans des environnements 3D complexes et des nouveaux environnements qu'elle connaît pas. Et accessoirement capturer le flag. Et surtout à collaborer en équipe. Ouais. Donc elles ont un but commun entre elles, mais pouvoir collaborer pour atteindre de manière commune ce but-là. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça fait peur. Ah, il y a un truc marrant quand même que j'ai noté, c'est qu'au-delà de 2 en fait, dans leur entraînement, ils n'arrivaient pas à collaborer. C'est-à-dire que quand ils avaient 3 bots ou 4 bots, enfin 3 ou 4 IA ensemble, en fait les résultats étaient beaucoup moins bons. Et donc 4 IA contre 4 humains, et ben, du coup ça s'équilibrait un peu plus. Voilà. La stratégie de groupe, c'est pas encore tout à fait ça. C'est ça. Allez, dernière news. L'humain est con, ouais. Dernière news rapidement. Le gouvernement qui va souhaiter lancer un indice de réparabilité national. National, comme dirait notre ami apéro du Capitaine. National. Alors c'est un objectif en 2020, voilà, pour lutter encore une fois contre l'obsolescence programmée. Donc le but c'est quoi? C'est d'afficher de manière obligatoire sur les produits un score, une note qui va, comme on a pour les notes énergétiques en fait sur les appareils électroménagers, qui est la note de réparabilité du produit. Et du coup, ça va permettre d'inciter un petit peu le consommateur à réfléchir à ce qu'il va pouvoir acheter avec un axe d'obsolescence programmée, de réparabilité, etc. Voilà, donc il y a le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire qui a lancé ce principe-là. Donc il y a un groupe de travail qui a débuté ces travaux-là, qui va rendre ses conclusions en fin d'été pour une mise en application au 1er janvier 2020. Voilà, donc avec... Voilà, c'est plutôt rapide quand même. Voilà, on sait à quoi sert l'argent de nos impôts. Bah moi je trouve ça pas mal parce qu'en fait c'est quelque chose que on sait. Les merdes chinoises d'AliExpress. Bah alors ça va être sur le marché français évidemment, mais oui si tu as une vente en France, donc Xiaomi par exemple, tu auras un indice de réparabilité dessus. Non mais...
Alors là, je pense qu'ils vont faire appel à iFixit, puisque iFixit fait ça depuis des millénaires déjà, de donner des notes de réparabilité sur tous les devices qui sortent, électroniques en général. Et en même temps, ce qui m'a fait marrer, c'est que le labo Fnac a lancé ça aussi. Ils ont lancé un indice de réparabilité qu'ils ont fait uniquement pour les PC portables. Voilà. Pour les PC portables uniquement. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu la capture du tweet qui a annoncé ça. Voilà, au niveau des portables, Fnac faisait ça. Bah ouais, je pense que c'est plus facile d'ouvrir un portable que de démonter un smartphone qui après, de toute façon, tu le jettes. Oui, smartphone. Donc, en termes de budget, rien faire, ouais. Voilà, la plupart des smartphones, une fois que tu les as ouverts, c'est un peu compliqué pour les remonter. C'est un peu fini. Okay. Et voilà. Bon. Terminé pour les news. Terminé pour les news et maintenant, on va parler de... Non pas un, non pas deux, non pas... Ok, de la 5G. De la 5G. Bon, on était invité hier midi à tester dans les conditions du réel et pas en laboratoire la 5G Bouygues Télécom. Alors, je vous montre juste vite fait. Mais justement, pile la photo que je voulais n'y est pas, mais c'est pas grave. Ça montrait en fait où était située l'antenne 5G par rapport à là où on était. Donc en gros, on était au CAPC, tu sais, le musée, musée d'art moderne. D'ailleurs, au passage, magnifique exposition avec des chaises par terre et du gravier. Du gravier. Mais c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout? Je me rappelle plus, Nico. Mais c'est de l'art moderne. Une balançoire avec un matelas en saucissonné dans un truc. Et c'est une demi-balançoire, pas une balançoire entière. Ah mais de toute façon, le CAPC, quand il va, tu auras toujours des trucs comme ça. Moi, j'avais été. Bon, bref, on était donc au dernier étage de ce musée. Ah, au café. Ouais, au café, exactement. La terrasse. Et l'endroit où était placé, il y avait un téléphone 5G présent, un seul. Qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. On verra tout à l'heure. Il y avait un téléphone 5G qui était placé dans l'alignement de l'antenne 5G qui était au-dessus, tu sais, de chez Asobo et tout ça. Ah oui. Sur le toit de la cité mondiale. Donc c'était vu dégagé, il n'y avait aucun souci, c'était direct et on était à une centaine de mètres. Quoi. Le moindre pigeon qui passe au milieu, il était mort. Ouais, il était cuit direct. C'est exactement ça. Donc, non, mais après c'était quand même dans des conditions réelles, dans le sens où c'était dans un environnement qui était chargé en radiofréquence. C'était pas, ville, pas un labo isolé, tout ça, c'était en ville. Donc, 5e étage, salle 5, couloir G. Exactement. C'est au 5e gauche. 5G. Oh, joli. Donc bref, c'était dans un lieu plutôt sympa. Et alors, l'idée de tout ça, c'est que on avait en plus le PDG de Bouygues qui était là, qui avait fait le déplacement. On n'avait pas Alain Juppé, puisqu'il n'y avait que son adjoint. PDG de Bouygues Télécom. Hein. De Bouygues Télécom, oui. C'est pas Martin. Ah non, c'est pas Martin Bouygues. Là, on parle de Olivier Roussat, qui n'est pas Martin Bouygues, mais... Cédric, tu parles pas d'art moderne, tu comprends rien. Tout à fait, Néo-Geek, j'y comprends rien du tout. Mais c'était terrible. Bon, du coup, en fait, ce qu'ils ont martelé comme message, c'est que c'était une vraie technologie de rupture pour eux, la 5G. Alors, c'est vrai que... Le changement, c'est maintenant. Ouais, mais en gros, tu te dis, bon, ouais, augmentation du débit, est-ce que ça va vraiment changer des choses et tout ça? Et ils ont insisté non pas sur l'augmentation du débit, mais surtout sur la diminution de la latence. Et pour eux, ça change tout, et je pense qu'ils ont assez raison, et puis là je parle de Bouygues, mais c'est valable aussi pour les autres. Ils ont assez raison, la 5G a cette particularité de proposer des temps de latence extrêmement bas. On a fait un speed test sur place, alors eux ils espèrent atteindre les 5 millisecondes, là en conditions réelles avec la première version du logiciel pour le smartphone et l'antenne même, ils étaient plus à un ping de entre 7,5 et 8 millisecondes, ce qui est déjà... plutôt cool. Mais entre le smartphone et l'antenne ou avec un serveur Avec le serveur. Non, avec un serveur. C'est-à-dire que c'est pas entre le smartphone et l'antenne. C'est vraiment. C'est passant par le réseau et passant par le réseau, on leur tapait un serveur à Paris. Ouais, enfin, je crois qu'il est à Mérignac, le truc. Mais bon. Okay. Là, pour le moment, ce qu'ils ont décidé de faire sur l'agglomération bordelaise, donc ce sont des tests. Ils ont obtenu pendant 24 mois l'autorisation de l'ARCEP d'utiliser la fréquence 3,5 GHz pour faire les expérimentations. Donc. Fou. Pour le moment, on va avoir un site à Bordeaux qui est à la Cité Mondiale, là en tout cas. Ensuite, on va avoir droit à Mérignac et au Bouscat. C'est les zones qui ont été choisies pour faire les tests 5G. Alors, ne t'attends pas à tester la 5G chez toi. Pas tout de suite en tout cas. Pourquoi Je vais mettre ça en comparaison avec la fibre à côté. Ouais. Donc, il y a vraiment ce truc-là, comme à Belfort avec Orange depuis 2017. Écoute, je n'en sais rien. Là, on parle vraiment de vrais tests en grandeur nature. Apparemment, c'était une première, donc bon. Ils vont continuer des expérimentations aussi dans d'autres villes de France, à Lyon, en Île-de-France, donc Paris,
et Vélizy. Parce que ce qu'il a expliqué, c'est que la 5G avait aussi ce gros avantage, c'est qu'elle allait décongestionner les réseaux. Il a expliqué que par exemple, Place de l'Étoile ou Place de l'Opéra à Paris, le soir, c'est fini. C'est-à-dire que ton smartphone... Surtout pour le réseau Bouygues. Non, mais en fait, le réseau sature très vite en et zone du dense, coup, on peut plus rien faire. Et là, l'idée, c'est qu'avec les temps de réponse rapides, les requêtes vont s'exécuter beaucoup plus vite et surtout, les débits sont monstrueux. Le speed test, là, on était en gros à 2 Go 3 Ouais, 2 Go 3, c'est 2 fois la fibre. C'est 2 fois la fibre qu'on a ici. Et en débit remontant, par contre, on était à 260 mégas. Entre 230 et 260, ce qui était... ce qui est pas mal, honnêtement, c'est ce que fait la fibre Bouygues par exemple. Ouais, mais sur un smartphone, tu as moins besoin d'envoyer que de récupérer. Tu fais du streaming de la consommation plus que d'envoyer. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant en termes en tout cas de technique, de voir un petit peu comment ça marchait. Ce qui était top par contre, c'était de discuter des usages. Ah. Et ouais, parce qu'en fait ils ont fait la démo de quelques services, alors très orientés B2B, mais on peut imaginer après des déclinaisons pour le grand public. Ce qu'ils expliquaient aussi d'ailleurs, c'est que le grand public ne va pas s'attendre à la 5G tout de suite. Et surtout, ils n'ont pas du tout une stratégie de déploiement des réseaux qui est la même qu'avec la 4G. C'est-à-dire que là, ils vont se consacrer d'abord sur les zones denses pour décongestionner le réseau, par exemple, pour le grand public. Et après, équiper des sites qui présentent un intérêt business. Par exemple, tous les incubateurs de start-up, ce genre de trucs, sont des sites qui sont sans doute couverts par la 5G. Ils vont chercher à rentabiliser voilà, plus rapidement. Technopoles, tous ces trucs-là. Les exemples qu'ils ont montrés, c'était le pilotage à distance de véhicules. Hop, petit papillon de lumière, on l'a vu passer. Pilotage à distance de véhicules, donc le concept était tout bête. Il y avait deux volants avec pédalier, tout ça, présents dans la salle. On mettait un HTC Vive. Oui, c'était un Vive, hein. Non, c'était un Vive ou un Rift? On voit le capteur devant, mais je sais plus. Je crois que c'est un Vive. Je crois que c'est un Vive, ouais. Donc, l'idée, c'est que il y avait deux petites voitures télécommandées qui étaient sur le parking du centre d'appel de Bouygues à Mérignac. Il y avait une antenne 5G sur le parking à Mérignac et une antenne 4G. Donc, à gauche, en bleu, c'est la voiture 5G. À droite, c'est la 4G. Et il faisait la même expérience pour faire la démonstration de la latence, c'est-à-dire qu'on pouvait carrément piloter une voiture en étant positionné ici, nous, en plein centre de Bordeaux. Une voiture qui était située à Mérignac avec un temps de latence très faible, sans provoquer d'accident et tout ça. Celle en 4G, par exemple, à chaque fois qu'on donnait un coup de volant, comme ça répondait pas immédiatement, on forçait un peu et du coup, la voiture avait tendance à pas trop suivre le rythme normal, alors que en 5G, ça fonctionnait parfaitement bien. C'était assez impressionnant. En plus, il y avait le retour vidéo direct d'une caméra qui était positionnée sur les voitures. Oui, c'est pas juste on voit la commande, tu as aussi le retour vidéo, le flux vidéo qui retient. Dans les deux sens. Ça va dans les deux sens et honnêtement, c'était hyper intéressant. Ensuite, ce qu'ils ont fait comme démo, c'était la transmission simultanée de 10 flux live 4K. Là, pareil, il y avait une voiture sur le parc. Alors, il n'y a pas de photo là parce que j'ai pas. 10 flux live 4K. Ouais, donc ils avaient 10 caméras 4K. Il y avait un véhicule, alors c'est pas une voiture, mais c'était un véhicule sur le parking à Mérignac, pareil, qui avait 10 caméras 4K. Il y en avait deux devant. Il y en avait deux devant. Non, devant il y en avait 4, il y en avait deux. Non. Deux devant et 4. Deux devant et 4 sur les côtés, ouais, c'est ça. Et sur les côtés, il y en avait un peu bas, c'était un camion, donc il y en avait un peu bas et puis un peu haut. Et l'idée, c'est qu'il avançait tranquillement et il y avait des collaborateurs Bouygues Télécom qui étaient tout le long du chemin. Alors, il a fait 100 mètres, quoi, qui applaudissaient sur le chemin pour montrer que c'était live et tout ça. Non, mais la qualité d'image était ouf. Donc, tu avais 10 télé 4K montées sur pied et le truc avançait et il transmettait les trucs sans la perte de frame. Et là où c'était cool, c'est que c'est sur le côté. Tu voyais souvent des mecs qui étaient coupés en deux, du coup. Ouais. Et tu voyais bien que du coup, il n'y avait pas de décalage simultané, il y avait zéro décalage, c'était ouf, quoi. Ah, c'est bien, c'était complètement ouf. C'est une vraie bonne démo. Ouais. C'était une preuve de fonctionnement. 260 mégas à Valguard. Et donc, alors là c'était dingue. Les 10 flux live 4K, c'était assez bluffant. Donc voilà, là c'était pour montrer en gros qui a la plus grosse, enfin pas qui a la plus grosse, mais montrer l'intérêt du gros débit sur ce type de connexion. L'autre, le premier c'était la latence, là c'était le débit. Ensuite, parmi les nouveautés, les usages, ils ont montré de la télémédecine en réalité augmentée avec des HoloLens. Alors, j'avais essayé aussi pareil de mettre la photo, mais le truc n'est pas passé. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Bref, des HoloLens et l'idée là, c'était que il y avait un patient en face du médecin
Et les HoloLens étaient connectés, avec un routeur 5G et tout ça. Et l'idée, c'est que il avait accès à un dossier médical en temps réel, ce genre de truc. Et s'il avait besoin de poser un diagnostic supplémentaire, il pouvait contacter un médecin qui était super loin. Et avec la faible latence et tout ça, le médecin pouvait voir à travers les yeux du praticien, en gros, enfin ou de l'infirmier. Et lui dire effectivement ça va pas, machin. Il pouvait afficher sur l'interface, il pouvait dire attends, je t'envoie, voilà, c'est telle référence de médicament, c'est tel machin qu'il faut que tu lui donnes, voilà le diagnostic, machin et tout, et ça apparaissait sur le HoloLens, tu vois. Ouais. Donc en temps réel, il avait le praticien pouvait lui afficher des informations en face des yeux et tout, c'était pas mal. C'était Nomadic qui était là. Holoforge, ouais, Holoforge. Donc il y avait Xavier Morin qui était là. Je crois qu'il était là, oui. Et donc c'est la partie business. Tiens, il n'arrête pas de passer ce truc. Non mais c'est son instant de gloire. Tout le monde le dit papillon. Voilà. Ouais. C'est son instant de gloire le papillon là. Ce soir il a vu une caméra, il fait ouais je suis là. C'est ça. Maman je suis là. Donc et à la fin de l'émission, paf. C'est la version B2B en gros, enfin plutôt la division hologramme de Asobo, Holoforge Interactive qui fait du business. HoloLens pour le business. Pour le business. Ouais. Ils ont montré aussi la télémaintenance avec l'application 5G Remote Expert, c'est comme ça qu'elle s'appelle, développée donc par Holoforge Interactive. Ils ont montré par exemple un technicien qui allait changer une carte sur une antenne 5G d'ailleurs, une antenne 4G pardon, et la reconnecter. Donc, et il avait besoin de la notice, vérifier, faire un diagnostic, vérifier que la carte remontait, avait signalé une erreur et tout ça. Et donc en fait, un technicien qui était présent avec nous lui demandait tiens, là je vois qu'il y a une erreur sur telle lame, machin et tout ça, et il lui envoyait. Et le gars voyait en temps réel le truc sur son HoloLens, le technicien, parce qu'il avait son HoloLens. Donc il voyait la fenêtre apparaître et ça lui disait voilà, c'est celle-là qu'il faut changer. Donc après il l'a retrouvée. Alors il dit mais comment est-ce que je la change? Et donc l'autre lui explique voilà, d'abord tu appuies sur tel bouton, tu enlèves telle fiche fibre, machin et tout ça, tu remplaces ta lame, tu remets le truc, tout ça. Donc il dit ok, je le fais. Donc il fait l'opération et le technicien le voit, le technicien à distance, l'expert à distance, voit ce qu'il est en train de faire à travers ses yeux, à travers le HoloLens. Et donc du coup il peut lui dire voilà, non, c'est pas ça, ou tu vois, ou c'est bon, ce que tu as fait, c'est ok. Après il remonte le truc et le technicien à distance lui fait apparaître sous les yeux le fait que ce soit remonté et que tout fonctionne quoi. Non, ils vont me remplacer par un ouvrier lambda connecté. Eh oui, Valgor. Et honnêtement, le truc était assez dingue. Tu nous montres la rue. Là, la localisation de l'antenne par rapport à... Donc il y a le musée avec à droite, là, le CAPC. Ah oui, mais c'est pas... Oui, le CAPC. Mais là... Ouais, alors, tiens, on était dans... On était à droite et l'antenne est à gauche. Elle est plus loin que ça. Hein. Non, l'antenne était plus loin. C'est beaucoup plus loin que ça. Hein. Elle était beaucoup plus loin. Non, elle était beaucoup plus loin. Ouais, sûr. Et c'était un bâtiment rond, en fait. Ce sur quoi elle était, ouais, tout à fait. Donc, ouais, et on était là. Le logiciel de régie Tempels. Ouais. Un petit peu, ouais. Enfin, bref, c'est assez ouf. La démo, en tout cas, était assez ouf et c'était pas mal. Donc, après, dans le terme d'usage, par exemple, ce qu'ils expliquaient, c'est... voilà, ça, c'est la démo du médecin connecté. C'était Nomadic qui faisait sa démo avec les HoloLens. Donc, il y avait un paquet d'HoloLens. Je pense qu'au mètre carré, il y avait tellement d'HoloLens que c'était... Ah bah ils en ont plein maintenant. Hein. Ah, il aurait fallu partir avec, hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc c'était plutôt cool. Alors à quoi ça ressemble une antenne 5G? Attention, la passion, ça ressemble à ça. Wow. Voilà. Mais c'est pas si grand, dis donc. Mais ouais, surtout elle est petite, ouais. Sincèrement, elle est pas. On en avait déjà parlé en fait. On avait expliqué que les bandes de fréquences utilisées par la 5G permettaient de réduire en fait, la taille des antennes et du coup de la cellule. Ouais. De chaque cellule et surtout de les compacter pour en mettre beaucoup plus dans un plus petit espace. Exactement. Donc ça permet de faire des antennes beaucoup plus denses. Donc ça c'était plutôt cool. Alors il y avait quelques slides, hein, je vous montre ça vite fait. Donc les différents sites qui vont servir d'expérimentation. Photo by Nico Poppy. Donc on voit d'ailleurs Olivier Roussac qui est là. Ah oui, ils ont aussi annoncé l'accélérateur. J'ai cliqué et c'était en PLS. Sur ça, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, c'est quoi? Qu'est-ce qui... Il y a du Wi-Fi qui déconne parce que... Bon, ça c'était la phase de déploiement. Donc phase 1, c'est d'abord l'ultra haut débit. Et ensuite phase 2, ils vont se concentrer sur l'IoT et l'ultra réactivité. Alors quand ils parlent d'IoT, c'est pas les capteurs de stations météo que vous avez à la maison, mais c'est plutôt
les drones et ce genre de choses. Ah oui. Donc piloter un drone à distance, ça va être assez cool. Et ils ont aussi parlé de l'accélérateur Smart X 5G. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Et ouais. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur, et pas de particules, mais plutôt un accélérateur pour les startups, les recherches et tout ça. Donc en gros, le X en fait, c'est pour les différents types de trucs. C'est Smart Mobility, Smart City, Smart, tu vois, enfin... Smart Everything. Smart, le X, c'est Everything en général. Smart Environnement, Smart machin, voilà. Donc Smart Everything 5G. Donc ça c'est carrément tout le groupe Bouygues. D'ailleurs il y a le Smart Entertainment avec TF1. Bah, c'était le logo du groupe Bouygues, oui. Oui, oui. Et là t'as vu, c'est magnifique logo. Ouais. Il est un peu vieux. Smart X, c'est pour le porn, on nous dit, bah oui, parce que c'est comment on va trouver des... Alors, les nouveaux usages pour le porn, c'est quoi, Cédric? Raconte-nous. Alors Sid Oxac, ils ont montré une 5G box qui était présente, c'est Huawei le partenaire. Oui, j'ai pas dit, mais c'est Huawei le partenaire. Pour le hardware. Compris pour les antennes, pour tout en fait. Donc avec backdoor included. Backdoor included. Backdoor inside, c'est parti. Mais voilà, du coup, l'accélérateur c'est pas mal, le concept est pas mal parce qu'en gros, ils veulent rendre disponible la 5G pour des expérimentations, pour de la recherche. Donc il y a certainement des sites de recherche qui seront là. Je pense que tu vois par exemple la station F pour toutes les startups, machin et tout ça va être couverte par la 5G. Ils veulent libérer les usages et en gros servir d'incubateur. Donc pour start-up, pour chercheurs, sur des usages. Pour vendre leur matos. Ouais, mais en fait, c'est même ça va plus loin que ça, c'est parce que ils veulent les usages. Eux fournissent des tuyaux, mais c'est pas des fournisseurs d'usage. Et ils se disent, il y a peut-être des start-up, des applis, des trucs que nous on peut pas imaginer et qu'on peut pas faire. Et ces gens-là, si on leur donne les moyens de le faire, ce sera peut-être un moyen. Si on leur donne les moyens de le faire, ils vont être capables de trouver les moyens de nous payer, en fait. C'est ça, pour utiliser notre service. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non mais ils ont raison, puis tous ceux qui sont autour de l'incubation de start-up le font, et Station F, c'est un petit peu le sport national là-bas. C'est tellement de business, c'est pas juste allez-y, on vous fait plaisir, c'est des start-up, amusez-vous, sortez des trucs rigolos. Non, il y a du gros business derrière. Complètement. Alors après, ce qu'ils ont expliqué aussi, c'est que voilà, la 4G, ça servait donc pour la vidéo HD, le live streaming. Il y a eu des nouveaux usages qui sont apparus avec la 4G, c'est cela, effectivement. Exactement. L'IoT, la voiture connectée et tout ça, c'est des choses qui ont commencé aussi à être possibles avec les débits, les débits 4G. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, avec la 5G maintenant, on va aller au-delà de ça, donc augmentation de capacité. Et par exemple, ils croient dur comme fer que c'est ce qui va permettre l'explosion de la réalité augmentée, le faible taux de réactivité, le fait d'avoir une connexion permanente. Alors, ils avaient mis hologramme, VR, on sent que c'est un peu les mots-clés à mettre dans la presse. Bingo buzzword de la start-up que la moderne. Blockchain et voilà. Mais... 5G pour la blockchain, ça n'a pas changé grand-chose. Non, exactement. mais pour l'AR et tout ça, enfin voilà, en gros, c'est exactement ce type d'usage que l'on va essayer de démocratiser. Alors, tiens, voilà, Nico Bobby, tu l'as mis, on voit les flux live 4K tout autour. Donc, on voit les collaborateurs. Mais tu vois, en fait, tu vois l'arbre, la continuité de l'arbre, là, sur la capture complètement à gauche. Ouais. Et devant, les deux télés sont séparées par le spot du caméraman. Mais on voit qu'il y a la télé à gauche et la télé à droite qui montrent le parking. Il y avait 0 latence, quoi. C'était vraiment... pas mal. T'avais l'impression d'y être. Mais bon. Donc, ça c'était plutôt cool. Et donc, on a vu un premier smartphone 5G. C'est vrai? Génial. Oui, premier smartphone 5G, donc Huawei. Et alors, il était protégé. Non, il y avait qu'un ingénieur qui pouvait y toucher. Nous, on n'a pas pu y toucher. Ah, il avait une coque? Il avait une coque qui était bien protégée. Le voici. Voilà, c'est ça. Alors non, c'est pas l'ordinateur qui est posé. Non, il n'a pas dans sa poche non plus. C'est la grosse boîte sur laquelle il appuyait avec des roulettes. Ah, je crois que c'était le frigo pour. Et en fait, c'était ouvert, non pas pour l'aérer. Mais parce qu'en fait, on n'en voit qu'une, mais il y en a 2 antennes noires là, tu les vois devant? Oui. C'est les antennes les antennes 5G du smartphone qui sont en fait branchées à l'intérieur directement sur la baie. Donc il fallait ouvrir parce qu'il n'y a pas de trou dans cette baie. Donc il fallait ouvrir pour mettre les antennes en extérieur. Puis de toute façon, ça aurait fait une belle cage de Faraday. Donc voilà. Il avait des roulettes, donc il était parfaitement transportable, avec des poignées d'ailleurs, on le voit aussi en bas. Et donc l'ingénieur qui était là, qui était chinois d'ailleurs, l'ingénieur vraiment. C'est un vrai Huawei? Ah oui, c'est un vrai Huawei parce que déjà il parlait que en anglais très approximatif et c'était ouf. Il avait 2 ordinateurs, donc là on en voit un qui est tourné vers nous, mais il en avait un deuxième là, il est en train de monitorer le truc et il faisait vraiment les paramétrages en temps réel et les trucs pour être sûr que l'expérimentation fonctionne quoi. Donc un consultant en importation directe de Chine, ouais c'est ça.
Non, c'était un ingé de chez eux qui était vraiment... Donc le monsieur là assis sur l'antenne 5G, il a chopé dans la démo à peu près 3 cancers et demi, c'est ça? Je ne sais pas, mais... Putain, ça doit être... Là, on était entre les deux. On était entre l'antenne Ouais. et le smartphone. Voilà, comment on a pris la photo sur la photo, en fait, on est Vous vraiment avez entre- grillé, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour Pas ça que mal. depuis, j'ai perdu mes cheveux. Bon, il faut bien que je trouve une excuse. Hein, mais non, voilà, honnêtement, c'était sympa. Les usages démontrés étaient assez cool. Le coup du pilotage de la voiture à distance, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est une bonne démo, ouais. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est une bonne démo de la Après, capacité. ça, je vois pas une application, à part les drones, parce que là, pour le coup, là, c'était des Bah oui. véhicules roulants. Mais à part pour des drones, finalement, mais imagine. Mais vaut mieux roulant que volant, parce que si jamais il y a, Ouais. il y a un défaut dans le truc, paf, en Dommage pleine ville. finalement que la 5G fonctionne pas dans les avions, parce que le jour où tu as un pilote défaillant, tu peux prendre le contrôle à distance. Putain, ça serait terrible. Ça, c'est un c'est- vrai tu putain de vois. manque à l'usage, mais carrément. Ouais. Au Il y a moment un où pilote dans l'avion. atterrit, Pas de problème, on depuis le sol. en a au sol. Bougez pas. Ah, c'est bon, je vous Donc, entraîne sur Flight Simulator, j'arrive. Ouais, mais tu vois, ça, ce genre Mais carrément. d'usage, ça peut être assez cool. Ouais, mais ou même par si exemple. non, mais si t'as ça, t'as même plus de pilote dans l'avion. Non, Point barre. t'as plus besoin. Ils restent au sol, ils font tch, parce que Non, mais tu vois, on parle des Terrible. des drones avec passagers autonomes, mais en cas de défaillance, ben, quelqu'un peut... En plus, c'est surtout que les ils sont drones faits pour être autonomes en ville. avec des passagers. Oui, C'est des passagers qui sont autonomes. oui, les passagers autonomes. Et salut Lulu. Et donc du coup, l'idée de pouvoir piloter à distance n'importe quel appareil, Ouais, c'est pas mal. ouais c'est Mais, carrément pas mal. mais tu vois, on donne ces exemples-là, mais imagine à Fukushima quand ils ont envoyé leurs robots, tu sais, avec une portée limitée ou un machin. un truc. Ils n'ont Non, pas mais- besoin de réactivité, c'est-à-dire qu'ils peuvent Enfin. bouger et attendre que Ouais, les retours du flux ils évidemment. fassent ça. C'est mais plus là- lent, mais ouais, ça marche. là, t'imagines en instantané piloter un robot à distance ou ce genre de truc, Ouais. même pour la téléprésence, pour plein de trucs comme ça. Imagine chez les personnes âgées, le truc est assez cool. Quand tu as besoin d'une assistance à la personne, on est en train d'imaginer des androïdes qui font ça, tu vois, avec Qui sont indépendants qui sont- pour le faire sans exactement. avoir besoin d'interaction. Et à bien là, en distance. fait, tu aurais la possibilité de toi mettre ton casque VR et en gros de rentrer. Ça me fait penser à Surrogate. Je sais pas si tu Mais te oui, souviens de ce film avec carrément. Bruce oui. Willis. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu mets ton casque et en fait tu rentres dans un corps qui est, C'est ça, cybernétique. c'est de la en robot. téléprésence, mais. Mais voilà, et du coup tu pourrais pas mal. aider une personne en difficulté à distance comme ça, sans que ce soit une intelligence artificielle. You, ils vous ont parlé des bandes utilisées. C'est du 3,5 gigas. sur une bande de 100 MHz. De toute façon, c'est des tranches de 100 100 Hz mégas. ou 100 MHz, je sais plus. Non, 100 mégas. 100 mégas, oui. C'est 100 mégas à Voilà. chaque fois. Alors j'ai pas compris, on pourrait voyager à distance sans bouger de chez soi. Mais c'est un peu ça, Virtanas. Tu pourrais très bien imaginer demain que C'est clair. de Mais oui. rentrer La dans Surrogate. Tu auras le Voilà. film, la Bruce Willis Surrogate, C'est tu vas ça. voir, c'est ça. rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre, enfin d'un androïde, et le piloter à distance et du coup te promener à distance, visiter un lieu. Et à la fin, t'es juste un zombie chez toi qui Voilà, qui est couché dans un qui truc. veut juste et- faire ses besoins vitaux, c'est tout. C'est pas mal. Bon, c'est cool. Non, honnêtement. Est-ce qu'ils c'est ont parlé cool. un petit peu de leur planning de mise en œuvre de Alors tout ça? oui, ils en ont parlé. Pour le moment, l'expérimentation va durer jusqu'en 2019, puisqu'après ils auront plus fin 2019, puisqu'après ils auront plus l'autorisation de l'ARCEP. Ah oui, Mais ça va ils loin comptent- quand même. Ouais, mais 2025. voilà, mais en fait ils comptent sur une sortie commerciale grand public pour 2020, pas avant. Ça sera de toute façon la période d'attribution des licences. Alors ils connaissent pas encore les modalités d'attribution parce que l'ARCEP ne les a pas dévoilées. Oui. Rappelez-vous, la Ouais, mais là, ils joyeuse savent pas si guerre ça pour va la être des 4G. enchères ou pas des enchères, ils savent pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà. Et là, c'est un déploiement de zéro, donc il faut redéployer des antennes et tout ça, enfin comme pour la 4G. Ah hein, oui, donc, complètement. C'est complètement des nouvelles antennes. c'est un nouveau réseau. Donc ils prévoient voilà, une disponibilité commerciale pour 2020 et pas dans toutes les zones. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir un smartphone 5G, ça ne veut pas dire que vous capterez la 5G. Ils vont d'abord se concentrer sur les grosses agglomérations, puisque c'est là où il y a des problèmes de congestion et tout ça, congestion réseau. Donc ils vont essayer de régler ça comme ça, avec cette techno-là. Donc voilà, ça sera pas pour tout de suite. Surtout que les premiers smartphones 5G sont attendus pour fin 2019. Le Ouais. prochain iPhone ne sera pas 5G. Comme d'hab. En fait, c'est pas sûr, parce que les États-Unis et le Ça Japon sera Edge. sont déjà en avance Toujours. sur la 5G. Bah, les États-Unis, non. Non, C'est le Japon. une vraie le première Japon. fois. Ouais, mais là, c'est une vraie première fois que les États-Unis ont déjà commencé les expérimentations. Il y a belle lurette. C'est vrai que pour une fois, ils sont pas en retard en fait. c'est Ouais, ça. et il y a d'autres pays européens aussi qui ont commencé les Putain, mais aux expérimentations. États-Unis, ça va changer leur vie parce que Ah, mais ils sont mais- tellement congestionnés dans leur débit, dans leur Ouais. réseau filaire fixe en fait. Ça va changer. Ça va les libérer la 5G, ça va être un truc de malade. Mais les Comcast et les Warner câbles et tout ça, ils vont mourir là. C'est Ils clair. vont perdre tout leur business.
C'est clair. Un truc de fou. C'est bien, ça va faire bouger ça. Et donc voilà, ils avaient montré quelques box. Ils ont montré la box Huawei, qui ressemble d'ailleurs à la 4G box Bouygues, sauf qu'elle est 5G. Donc il faut tout racheter. Bah, tout à fait. Petit jus de pomme, va falloir tout racheter. C'est-à-dire que un smartphone 4G n'est forcément pas compatible 5G. Mais tu as le temps de voir venir. Et en fait, ce qui s'explique aussi, c'est que le réseau 4G sera toujours là, puisque toutes les zones ne seront pas couvertes en 5G. Les deux vont cohabiter. Donc, les deux vont cohabiter. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que pour le grand public, nous, la 4G est presque déjà suffisante, en fait. Et c'est vrai que quand on y pense, déjà on se dit, la 4G c'est cool, la 5G ça va être un peu la cerise sur le gâteau. Parce que je suis pas sûr que l'usage de drones, pilotage à distance, machin et tout ça, soient des usages qu'on va utiliser tout de suite. Ou même qui vont peut-être pas forcément nous attirer d'ailleurs. Donc on verra bien, quoi. Ah oui, aussi, ils vont couvrir un site de l'UTAC. Il va y avoir une piste du côté de je sais plus où. L'organisme de certification des voitures autonomes. Oui. En fait, ils vont installer une antenne 5G aussi là-bas. Parce qu'ils vont faire des tests en fait, il faut que la voiture puisse communiquer rapidement avec un serveur et tout ça. Et donc, en fait, ils ont obtenu la certification UTAC et ils ont obtenu l'autorisation de l'ARCEP pour poster leurs antennes là-bas. Donc on passe de la petite voiture télécommandée à la grosse voiture autonome pilotée par une IA. Pilotée par une IA à distance, il peut y avoir un milliard de choses. Ouais, le véritable enjeu là, pour la voiture autonome, c'est la capacité à créer un réseau maillé de dialogue en fait, entre les voitures et le reste de la ville. Donc c'est les autres voitures, la ville, les smart équipements de la Smart City, tout ça machin. Ouais, il y a la rumeur du OnePlus 7 qui serait un des premiers smartphones, des premiers phones 5G. Si tu regardes en termes de calendrier, ça peut correspondre. C'est-à-dire que là, il va y avoir le 6T sans doute en fin d'année. C'est ça. Et le 7 va débarquer à l'été prochain pour des réseaux qui vont ouvrir fin 2019, début 2020. C'est possible, il y avait déjà des téléphones 4G quelques mois avant le lancement commercial. Ouais, mais faites attention parce que c'était pas la 4G complète. Exactement. Il y avait plusieurs des fréquences qui n'allaient pas, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il n'y avait pas tout le débit autorisé sur les premiers 4G et tout ça. Donc bon. C'est ça. Alors, j'ai un peu peur pour le mec qui va mettre un portable 5G près de son oreille, dit Oxac. C'est toujours pareil. Les normes sont les mêmes. Ça va être sur le débit d'absorption c'est pas les mêmes spécifique. Fréquences. Ouais. C'est pas les mêmes fréquences, c'est vrai. Donc là, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas de recul. 3,5 gigas, non, on est dans les bandes radar là quasiment. Donc c'est les antennes des avions, les radars des avions, quasiment. Donc on l'a pas au niveau de la proximité du cerveau. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il nous a expliqué que l'antenne qui était sur le toit n'était pas branchée, hein, parce que sinon on aurait des soucis de santé. Ouais. Ils se sont pas cachés. Donc voilà. J'ai du mal à croire que la 5G a de la 5G début 2020. Je pense que c'est survendu. Non, mais pour les premiers usages business en fait dans les zones bien localisées, c'est ça en fait. C'est pas toutes les villes. Hein. Ils vont ouvrir quelques villes. Ça sera pas le déploiement grand public comme on peut le voir pour la 4G. Ça sera ça. Et Draxas il dit ça parce qu'il bosse chez un opérateur à 4 lettres. Ah ouais. Hein ? Libre. Un opérateur libre, ouais, c'est ça. À 4 lettres. Et comme Valguard aussi. Il est très critique parce qu'il bosse chez un opérateur à 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. À couleur, c'est aussi ça. Une couleur. Coloré. Ou un fruit. Et ce n'est pas Apple. Un mec avait laissé son mail à côté de... Attends. Comment on a découvert le popcorn qui a laissé son maïs à côté d'un radar. Non. Il paraît. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Mais voilà, c'était plutôt cool. Ça a duré quoi, une petite heure, la conférence de presse. Il y a eu des questions qui ont été posées, on a pu discuter un peu avec des gens. C'était voilà. Honnêtement, c'était pas mal. Ça a permis d'entrevoir un petit peu des usages auxquels on pense pas forcément. Et pour ça valait vraiment le coup, quoi. Enfin voilà. Du coup, c'était la news 5G. C'est assez rare qu'on puisse se déplacer sur des événements. C'est clair. Donc, en plus, là, c'était à Bordeaux. C'est magnifique. L'événement avait lieu carrément chez nous. Donc, c'était plutôt cool. Donc, ça se dit, je suis jaloux. Super. Bon, du coup, si d'autres gens font des événements sur Bordeaux, n'hésitez pas à venir nous inviter, nous proposer. Ouais, oui. Bon, enfin, du coup, pour nous retrouver et savoir tout ce qui se passe sur les internets mondiaux, donc, sur le toit du CAPC. Voilà, c'est ça.
Si vous voulez en savoir plus sur l'art moderne, il faudrait vraiment que je commente un jour un truc d'art moderne, ça serait très drôle. Alors, studiorenegade.fr pour savoir un petit peu ce qui se passe, le programme, tout ça, machin, les prochaines diffusions et tout. D'ailleurs, on a une super boucle. Hop, je vais essayer de la montrer. Voilà. Voilà, ça nous dit que demain, par exemple, il y a Inc. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres streams d'ici là, mais en ce moment, c'est un peu calme. C'est le début des vacances. Ça va pas dans s'arrangeant. Hein. Non, après, c'est aussi le temps qu'on s'organise et tout ça. Moi, je vais avoir un petit peu plus de temps. Donc, je devrais... Enfin, en dehors de mes aventures du moment, mais je devrais avoir un petit peu plus de temps pour streamer. Donc, vous me verrez sans doute un petit peu plus sur la chaîne, en tout cas au moins jusqu'à fin du mois de juillet. Deep Rock Galactic toujours ? Ah, j'adore ce jeu. C'est vrai ? Ah, mais c'est génial. Hein. Ça me hype trop. Ce jeu est génial. Pas de Things. Alors, il n'est pas noté parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer. Pas de promesse. Mais je voulais pas être over-promising. Donc tant pis s'il n'y a personne parce que je le fais au dernier moment. J'ai des news. Je pense que je pourrais faire une petite heure. Mais si j'en fais un, ça sera un format très court. Parce que j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Donc ça va être compliqué. Mais je vais regarder. Ce soir, je vais faire la liste des news que j'ai en stock et tout ça et voir si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup, il n'y aura pas de souci. Sinon, il y a un What the Fox aussi vendredi. Voilà. Pas de violence, c'est les vacances, exactement. C'est ça, exactement. Non, mais il faut quand même qu'on soit là. Je veux dire, on n'est pas payé pour ça, mais on est là quand même. Alors, je ne serai pas là, je regarderai le replay. Et ben voilà, Ibiridov, tu as bien raison. Pour nous soutenir, pour soutenir la chaîne, voilà, j'en étais sûr. Il faut pas le rater, /STDRenegade. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un petit café. Hein. Voilà, il y a le lien dans la chatroom mis par Nico Poppy. Et puis, sinon, sur Twitter, c'est @STDRenegade. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter, vous serez au courant des annulations et tout ça, si jamais il y en a. Ou des nouveautés, vous êtes sûr d'avoir l'alerte quand un live commence. Ou voilà. Comme ça, si vous voulez pas louper le début tout à l'heure, comme Valguard qui loupe le début de l'émission, ou Draxas, enfin bref. Bravo. Non, faut mettre les notifications Twitch, les gars, là. Ça va pas ça. Voilà. Sinon, Twitter, ça marche pas mal. C'est aussi le compte Instagram, si je dis pas de bêtises. STD Renegade, pareil. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez voir un petit peu des photos. Raté. Oh, presque. Oh, mais je l'ai fait se poser. Non, le pauvre. Regarde, il repart. C'est une mythe alimentaire, donc je suis pas sûr qu'on puisse dire le pauvre. On va la libérer, on va la mettre dehors, on va la capturer, la mettre dehors. C'est ça, ouais. Donc, c'est la même chose. Alors, j'ai raté, c'est quand les vacances pour vous ? Il n'y a pas de vacances. Normalement, on va essayer de toujours faire des trucs. Ah si, moi, à un moment où je me casse. Mais toi, oui, tu te casses, mais ça fait rien. Moi, je le ferai avec Pierre, par exemple, tu vois. Bravo. Là, si tu me trompes en plus. Voilà, je te trompe avec Pierre. Mais moi, j'ai pas de vacances cette année, donc du coup, c'est réglé, enfin, ou très peu. Donc, il y a de fortes chances pour que je sois là. Il y a peut-être une semaine par-ci, par-là. Peut-être une semaine, la semaine qui est à cheval entre août et juillet, là. Peut-être que je serai pas dispo et peut-être la fin. Mythe alimentaire, ça veut dire que vous voulez manger. C'est exactement ça. On fait une salade de mythes après. Voilà. Faut pas le dire trop vite. Hein. On mange une salade de mythes. C'est quoi le titre de l'émission? Beats. Ah oui, c'est ça. La page Facebook, c'est @STDRenegade, mais sans le E à la fin, parce que c'était trop subversif pour Facebook. Ah là là. Donc n'hésitez pas à suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et donc il y a une IRL le 25 août normalement, voilà. Pour ceux qui viennent en vacances dans ce bel région. On n'a pas eu la confirmation de la salle, ça commence à me faire un peu flipper, mais... IRL outdoor only, voilà, sur la plage. Donc non, normalement ça devrait bien se passer, mais voilà. Cool. C'est pas très vegan, non, c'est pas très vegan. Et sinon, sur nos comptes Twitter, une baffe de mythe, c'est une mifle. Alors là, petit jus de pomme, c'est merveilleux. Ah, j'approuve, terrible. Alexa, donne-moi la recette de la salade de pizza. Voilà, Oxac. Je regarde les tout derniers modèles de constructeurs d'antennes. Il n'y a pas encore, avec la bande 3,5. C'est peut-être des modèles dédiés, donc il va falloir trouver de la place sur les points hauts. Ça va commencer. Ah oui, non, mais c'est des modèles dédiés, Draxas. C'est des modèles dédiés. Et sur les points hauts, effectivement, il va falloir trouver de la place. Mais je pense qu'ils vont démonter la 2G, hein, fini. Il y a la mer à Bordeaux, grande nouvelle. Non, c'est l'océan. Enfin, pas à Bordeaux d'ailleurs. À Bordeaux, il n'y a ni l'océan ni la mer. Bon, il y a la Garonne. Ouais. Tu t'y baignes pas quand même. Dans la Garonne ? Ouais. Il y en a qui s'y baignent. Je sais. À Bègle-le-Plage, non ? Mais oui. Non, Bègle-le-Plage, c'est un lac.
Non, mais il a traversé la Garonne qui se fait la nage. Ah oui, ça oui. En hiver en plus. Ouais, avec un courant de malade. C'est il parfait, fait moins 12, parfait, nickel. Ah là là. Enfin bref, et sinon donc sur nos Twitter respectifs, @chriskamikas pour toi et @Cédric Bonnet pour moi. N'hésitez pas aussi à nous suivre, poser vos questions, tout ça, on interagit avec vous avec grand plaisir. Et donc si vous êtes Twitch Prime ou sub à la chaîne, vous avez accès aussi au Slack et ça vous permet pareil de continuer la discussion sur la 5G, sur autre chose, sur l'indice de réparabilité ou DeepMind qui nous met la pile à Quake. C'est au choix. Valguard dit non, pas la 2G, je m'en sers encore. Ah, eh bien on verra. Eh bien, plus maintenant. Tu passeras à la 5. Et ouais. Enfin Upgrade. bref, merci encore de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, fête RGB ou pas? Non, il est en vacances encore, Charlie. Je crois, ouais, donc... Donc ce sera encore un beat, sans doute. Voilà. Et Bref, suivez l'agenda de toute façon, le site est là. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe. Allez, Ciao, ciao.